Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau Arts TAC pour le podcast numéro 12. Alors qu'est-ce que le réseau Arts? Qu'est-ce que le podcast? Qu'est-ce que la vie? Ce sont des questions dont nous allons répondre au cours de cette émission, mais commençons par les deux premières. Qu'est-ce que le réseau Arts? C'est l'ensemble de sites composés de comicsblog.fr, 9art.fr et scifantasy.fr. Le podcast, qu'est-ce? Ouais, je réponds comme ça, c'est une FAQ un peu. Ouais. Vous allez poser des questions pendant 2 heures, je réponds du tac au tac. Et le podcast, c'est évidemment l'émission hebdomadaire du réseau Arts. Je ne suis pas seul, puisque Alex Lecoq serait trop triste dans sa solitude. Alors je suis accompagné d'une belle brochette de personnages. Ouais, j'essaie de trouver d'autres mots. Voilà, donc ça se passe très mal. Mais du coup, je ne suis pas seul. Avec moi, il y a Manu. Salut. Jay. Salut. République. Hello. Et Arnaud Kikou. Bonsoir. Kikou Arnaud. Kikou. Allez, c'est énorme comme vanne. Il va y avoir des vannes pendant toute l'émission, alors on va bien se marrer. Avant de commencer, je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'émission puisque nous avons quelques annonces à vous faire concernant le réseau Arts. Si vous avez suivi l'intro, vous savez ce qu'est le réseau Arts maintenant. Le programme ne change pas. Hein? Ça sera en post-générique ou pas? Non. Sec. Il n'y a pas de générique. Enfin, il y a un générique, mais bon, ce serait vraiment relou, quoi. Du coup, le programme ne change pas, sinon. Et nous allons commencer par les news de la semaine. Et je vais laisser la parole à ce cher Arnaud, puisque tu avais envie de nous parler, du coup, sur Comicsblog, en particulier du retour de Vertigo, avec 2 annonces qui ont pointé le bout de leur nez. Bon, Vertigo sera relancé l'année prochaine, on a entendu ça à New York. Et du coup, on a eu 2 nouvelles annonces de titres concrets. Peux-tu m'en parler? En fait, je voulais profiter surtout de ces annonces effectivement concrètes pour un peu relancer la question de à quoi peut-on s'attendre vraiment de Vertigo en 2018 et surtout qu'est-ce que quelqu'un attend quelque chose encore de Vertigo en 2018. Mais Arnaud, c'est quoi Vertigo? Alors Vertigo, pour faire simple, c'est simplement l'imprint indé entre guillemets de DC Comics. Qu'est-ce qu'un imprint? Ça va être très très lourd. Voilà. Simplement qui a perdu en fait de sa noblesse, donc c'est Alien Print qui a vu des titres comme Sandman, Preacher, 100 Bullets, enfin des titres qui ont amené énormément de chefs-d'œuvre du comics moderne à voir le jour et qui est tombé en mensuétude depuis quelques années. Il y a eu une relance notamment en 2015 avec une douzaine de titres qui avaient été publiés et qui se sont tous arrêtés au bout d'1 an. En gros, là, et depuis genre une bonne année en fait, Vertigo c'est genre 2 numéros, voire 3 singles par mois, et malgré quelques mini-séries qui sont relancées de temps à autre, ça, franchement, à part réimprimer en fait en TPB les grandes séries de l'époque, ça n'a plus vraiment de prestance, notamment par rapport à Image Comics qui a explosé comme étant le fleuron du comics indépendant. Mais malgré tout, régulièrement, Jim Lee nous dit Vertigo, ça va être relancé, ça va être bien de nouveau. Et là, concrètement, il nous avait dit effectivement à la dernière New York Comic Con qu'il y aurait un relaunch / reboot intégral de l'imprint en août 2018 pour fêter les 25 ans d'existence de cette imprint. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir du coup? Ces 2 annonces. Premièrement, c'est une anthologie qui s'appelle Vertigo, A Celebration of 25 Years. Donc c'est comme ce qui a été fait pour White Storm cette année pour fêter les 25 ans d'existence. Ce qui est intéressant dans ce genre d'anthologie, c'est pas que ça propose en fait des sortes de best-of en prenant des numéros sélectionnés au choix par exemple de Preacher, de telle ou telle œuvre. C'est qu'il y aura des histoires inédites, a priori donc d'auteurs qui reviennent sur leur propre création, entrecoupé d'interviews, de dessins originaux, tout ça. Donc c'est une belle façon de célébrer un anniversaire. Mais là où on commence à se poser des questions, c'est que Scott Snyder, qui est le scénariste de Metal, Batman, tout ça chez DC, mais qui a aussi fait American Vampire chez Vertigo, qui était un des derniers titres à avoir vraiment une influence, en tout cas une certaine renommée, a annoncé également le retour du titre pour 2018. Il n'a pas dit quand, mais on suppose facilement qu'il ne va pas le relancer en mars ou en avril, sachant qu'il y a un relaunch complet de l'imprint. Et donc, sachant que Jamie, on l'a vu notamment faire pas mal de sketchs sur Sandman ces derniers temps aussi, c'est vraiment une question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont aller vraiment au bout, cette fois-ci, vraiment d'une vraie remise en avant de Vertigo qui passerait par le retour de franchises connues comme American Vampire, comme Sandman possiblement. Il y a déjà une mini-série Sandman qui était revenue il y a quelques années.
Et aussi s'il y aura des nouvelles, pas des nouvelles IP non plus, mais effectivement des nouveaux titres où ils oseront de nouveau faire des ongoing, parce que pour l'instant ils se limitent quand même vachement à des mini-séries annoncées, c'est-à-dire que direct ils disent bon ça fera que 6 numéros pas plus, c'est même pas des ongoing où ils laissent un peu le temps de voir se développer les choses. Et je vous pose un peu la question à vous, est-ce que vous attendez du coup quelque chose de Vertigo encore, ou est-ce que vous êtes déjà tellement bien chez Image, IDW, Dark Horse et Onifresh que Vertigo de toute façon. Le problème, c'est que la plupart des artistes qui veulent faire de l'indé partent maintenant chez Image et autres éditeurs indépendants. Et ce qui était devenu Vertigo, c'était une sorte de semi-label indépendant pour les artistes d'ici, en fait. Mais ce qu'on a vu, c'est que la contrainte qu'impose Vertigo, c'est-à-dire que les auteurs n'ont pas le contrôle qu'ils pourraient avoir chez Image, par exemple, les pousse de plus en plus pour plus de créativité à ne plus être exclusif et aller faire de l'indé à côté. Ouais, parce que chez Vertigo, c'est pas du creator owned à 100%, c'est un truc qu'ils appellent le creator shared, où en gros ils ont les droits un peu sur leur comics, mais tout ce qui est adaptation, en gros ils le contrôlent pas vraiment. Et c'est vrai que ce que tu dis, parce que c'est pour ça aussi que DC a fait beaucoup de contrats d'exclusivité ces 2 dernières années. Il y avait notamment pour sécuriser ses artistes et scénaristes sur le relaunch Rebirth, et en même temps c'est aussi pour assurer des nouveaux titres. Par exemple, Joshua Williamson a fait un titre qui s'appelle Frostbite chez Vertigo l'année dernière, vachement bien d'ailleurs, mais qui est passé complètement inaperçu. Tim Seeley, qui est l'auteur de Nightwing, avait déjà fait un premier titre, Effigy, et là il relance une nouvelle mini qui s'appelle Imaginary Fans. Mais c'est pas point régulier, mais tu remarques à chaque fois effectivement les auteurs artistes, c'est des mecs en fait qui sont déjà sur la maison mère et qui font leur petit truc à côté. On suppose que ça leur permet de toucher quelque chose. Je me souviens à l'époque, au niveau des ventes des singles Vertigo, de toute façon ça ne va pas non plus rapporter des masses. Ouais, mais à l'époque, Punk Rock Jesus qui avait bien marché, ça avait quand même été la douche froide pour Sean Murphy. Je me souviens du fait qu'il n'avait pas le contrôle qu'il voulait sur quoi faire de son œuvre en fait derrière. Oui, et c'est pour ça que d'ailleurs que ce relaunch attendu, enfin j'ose imaginer que s'ils veulent vraiment mettre la main à la pâte, il faut qu'ils changent quelque chose au niveau de leur contrat, parce que de toute façon, face à Image ou n'importe quel autre imprint indé des éditeurs, parce que chaque éditeur maintenant en fait a son petit imprint indépendant. Si Vertigo évolue pas de ce côté-là, ça sert à rien de vouloir relancer le truc. Surtout que d'après ce que, j'allais dire ce qu'on sait, plutôt ce qu'on entend sur les rumeurs, c'est que si c'est pour, ramener un imprint indé avec que des grosses franchises, ça me paraît totalement antinomique en fait. Ouais. De dire on vient avec Vertigo, mais du coup c'est Sandman, une préquelle de 100 Bullets ou que sais-je. C'est des trucs formatés pour marcher quoi. Et du coup t'es là genre bah ouais, du coup finalement c'est déjà presque un aveu d'échec et c'est effectivement plus que jamais une succursale de DC, sachant qu'il y a des personnages Vertigo qui sont récemment apparus chez DC. Donc c'est pas anodin. Et après, du coup, c'est dommage. Oui, mais je veux dire, encore maintenant, c'est le cas. Donc, en fait, je vois pas trop l'intérêt. Je crois que c'est Karen Berger qui est revenue derrière Vertigo, ou je dis une bêtise? Non, tu dis une bêtise, non, Berger avait lancé ses Berger Books. C'est ça, son truc personnel. Non, Vertigo, il me semble qu'il y a Mark Doll justement qui revient chez Vertigo avec Jamie S. Rich et une troisième éditrice du coup. Alors, c'est peut-être pour ça que je confonds. Mais du coup, ce que j'aimerais plutôt voir, c'est de dire pousser des nouveaux bouquins, quoi. C'est bien de célébrer les 25 ans pour revoir un petit peu de Sandman ou ce genre de choses. Ponctuellement, c'est cool. Il faut vraiment aussi réussir à pousser des trucs genre Sheriff of Babylon qui était excellent, etc. Oui, d'ailleurs, une deuxième saison par Tom King et Mitch Gerads est prévue. Maintenant, Tom King, avec tout ce qu'il fait sur Batman, Mister Miracle, je sais pas s'il a beaucoup de temps, mais ce serait bien de revenir avec des nouveaux titres aussi, assumer le délire jusqu'au bout. Si c'est vraiment pour faire de la compétition à Image et consorts, quoi. Sinon, ce sera juste un coup de com' en mode Vertigo is back. Peut-être que dans son contrat, Bendis a un petit Vertigo à passer. Ça, ouais. Sachant qu'il a dit, à côté, qu'il arrêtait d'écrire, en tout cas en décembre. Peut-être qu'il continue un tout petit peu après, effectivement, pour sortir un truc en mai. Mais c'est vrai qu'il doit y avoir forcément quelque chose, peut-être, quelque chose dedans. Et juste pour finir sur les retours des grosses franchises, c'est surtout qu'en plus, Vertigo, ils l'ont fait quand il y a eu Sandman Overture, qui était un préquel du Sandman de Neil Gaiman. Certes écrit par Neil Gaiman, mais un préquel quand même. Tu as eu Fable Ever After. Il y a eu Lucifer. Il y avait Lucifer, qui était un spin-off raté. Du coup, il y avait Ever After From the Page of Fable, qui était une sorte de spin-off aussi de Fable, mais qui était aussi pas terrible. Donc les grosses licences, au final, t'en as plus tellement non plus à faire. Brother Lono, qui était un spin-off de 100 Bullets, tu vois. Ils ont déjà fait tout ce qui est spin-off, préquel, machin. Donc, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas le refaire une deuxième fois. C'est pas impossible non plus. Oui, après, peut-être, tu vois, qu'il y ait des titres phares, c'est juste pour aussi remettre en avant l'imprint, et derrière, en fait, il y aura
il y aura aussi des nouvelles séries, tu vois, parce qu'un retour de Sandman, au final, c'est déjà un peu amorcé chez DC en ce moment. Et comme tu disais, on voit Jim Lee qui travaille dessus. Enfin, même s'il fait que des dessins, je pense pas qu'il dessinera la série, mais il pourrait être dessus, tu vois. Après, s'il y a American Vampire, même Scott Snyder, au final, c'est un gros scénariste, tu vois. Peut-être que c'est de mettre des grosses têtes et après laisser un contrôle un peu plus libre pour d'autres séries. Je ne sais pas. J'ai envie d'espérer là-dessus. Surtout qu'au final. J'ai hâte que James Tynion nous sorte un Vertigo. Bah pas moi. Mais je crois que c'était ironique. C'était ironique. Mais oui, non mais je sais pas. Ça fait longtemps que c'est un peu un running gag, quoi, le retour de Vertigo sur Bah, certains trucs, sous certains aspects. Au bout d'un moment, t'as envie de dire. C'est même pas un running gag, les gens ont compris depuis longtemps que. Bah, en fait, ils continuent en fait d'éditer les hardcovers, les deluxe éditions, les TPB de leur truc, mais ils proposera rien de neuf, tu vois. Et en termes en plus de liberté éditoriale, maintenant que t'as Image, et justement ils ont constaté que s'ils donnent pas la liberté créative à leurs équipes, les mecs partent chez Image. Donc en fait, ce serait trop con de relancer Vertigo et de dire ah par contre c'est comme avant, hein, c'est nous qui décidons. Clairement, ça ne marchera pas. Donc je pense que DC est quand même assez intelligent pour dire bah on relance ça, un petit Scott Snyder, un petit Sandman quand même parce que voilà ça fait peut-être vendre. Et derrière bah on laisse une liberté pour tester quoi. Enfin je sais pas, ils ont plus que ça à faire. En plus comme tu disais, Karen Berger va lancer ses Berger Books chez Dark Horse, donc ils ont de la concurrence là-dessus. Enfin, je sais pas, pour moi, vaut mieux, tu vois, laisser la liberté pour avoir des titres de meilleure qualité plutôt que de faire revenir des trucs qu'on connaît avec pour faire des spin-offs. Je sais pas, la nostalgie, ça marche. On a vu cette année que c'était quand même assez le bail de la nostalgie, donc tu te dis, tu vas faire tout. Parce que ça vend dans les comics, ça marche au cinéma, l'audiovisuel. Ouais, mais tu fais quelques titres nostalgiques, quoi, comme Sandman, comme je disais, American Vampire, et puis d'autres trucs. Vampire, c'est pas nostalgique. Il y a Witchblade qui reprend. Vampire, pour moi, c'est le seul qui a la légitimité, vu que c'est une vraie suite. Ça, oui, tu vois, c'est c'est pas pareil, vrai, c'est change pas à comme chaque Sandman. fois. Ouais. Mais bon, après, oui, t'as le côté, c'est un truc sur lequel t'es installé, c'est pas un nouveau Vertigo, quoi. T'arrives, Non. bon, bah, il y a American Vampire, en plus, plein de lecteurs veulent venir à la suite, c'est quand même le titre d'accroche. Et après, tu fais un Sandman pour les nostalgiques, justement, qui sont là, bon, bah, moi je kiffe Sandman. Bah, je sais pas, on verra. De toute façon, on aura des annonces peut-être non, pas à San Diego. Non, pas San Diego, non, bien avant, là, dans les premiers mois de l'année prochaine. Oui, c'est vrai hein, qu'on va avoir les suppose. sollicitations. Passons à Sci Fantasy, et on va aussi revenir sur deux actualités, puisque tu vas nous parler de Blade Runner, Thibaut. Oui. Blade Runner 2049 du coup. Oui, Blade Runner 2049, effectivement. Denis Villeneuve qui est un petit peu sorti ces derniers temps dans la presse pour pas tellement défendre son film puisque comme il le rappelle justement en plusieurs interviews, c'est le film, parmi ses films, c'est celui qui a reçu les meilleures critiques de tous ses films et pourtant c'est un échec au box-office, déjà parce qu'il a coûté forcément très cher. Et qui avait un deal très spécial. Si ça vous intéresse et que vous avez plus envie d'aller dans le côté business, il y a un article là-dessus sur Sci Fantasy où ils expliquent qu'en fait, je crois que c'est Sony Pictures qui est le distributeur du film. Je sais plus si c'est avec Warner Bros. Ils sont plusieurs à avoir voulu. Ils ont divisé le risque entre plusieurs acteurs. Je crois que c'est Sony ou Warner, mais il me semble que c'est Sony qui a dit bon voilà, les premiers sous c'est pour nous, on se rembourse tout de suite et on verra pour les autres parce que souvent les distributeurs veulent être remboursés en premier parce qu'ils considèrent que vu que c'est eux qui emmènent la pellicule, le fichier numérique maintenant dans les salles, il faut qu'ils puissent se rembourser rapidement. Donc il y a eu un deal qui fait que Halcon Entertainment qui gère la licence Blade Runner et qui est un petit peu plutôt au cœur du projet et c'est plus l'interaction principale avec Denis Villeneuve, c'est eux, et c'est eux qui l'ont fait venir, qui se retrouvent en bout de chaîne et sont sur un déficit a priori affiché de 80 millions de dollars sur le film, ce qui fait quand même vénère et qui pourrait potentiellement faire beaucoup de mal à cette entreprise, qu'on voit déjà de toute manière pas beaucoup, mais pas assez. Et du coup c'est un petit peu dommage, il a essayé d'expliquer pourquoi le film était un échec. Il y a pas mal de films qu'on considère comme des échecs comme Mad Max Fury Road qui ont quand même réussi à passer le cap des 400 millions de dollars au box-office mondial. Je crois que de mémoire Blade Runner on est à 235 ou quelque chose comme ça, c'est vraiment très très peu. Lui parle effectivement du fait que le film est long, donc, et assume ça, il n'y a pas d'excuses de sa part, etc. Moins de séances égale moins de rentrée d'argent. Et il explique aussi qu'il y a une familiarité dans nos cercles avec Blade Runner qui n'existe peut-être pas dans le grand public, alors que moi je sais par exemple que mon père connaît Mad Max et a une
une identification énorme à cette franchise. C'est pas le cas de Blade Runner, qui je pense était déjà un truc d'initié à l'époque, là où Mad Max était devenu un espèce de phénomène. Le premier n'avait pas marché du tout. Le Blade Runner? Oui. Ouais, c'est un échec complet. Mais de toute façon, c'est un échec sur toute la ligne, dès le départ, pendant le tournage, et par la suite. C'est une histoire d'échec, Blade Runner, et c'est une histoire d'anomalie. Alors là-dessus, les deux films sont raccords, ce qui est assez rigolo, mais voilà, c'est dommage. Après, je pense qu'il ne faille pas tomber. Enfin, je voulais qu'on en discute ensemble, parce que c'est pas tellement une news hyper chaude, c'est plus un ressenti. Parce que quand on partage ce genre de news, je sais qu'elle marche bien, qu'il y a beaucoup de gens qui s'insurgent, etc., de la bêtise du public ou que sais-je. Encore une fois, il y a aussi une logique qui, de la même manière, quand on parlait de Justice League, taper sur le spectateur, c'est hyper facile. Expliquer aussi que le studio n'a pas forcément fait de marketing ou n'a pas super bien vendu son film. Pourtant, j'ai l'impression qu'avec les courts-métrages qu'ils avaient faits, ils s'adressaient quand même à des gens... Enfin, ils s'adressaient à un plus large public. Ils ont quand même fait des coups de com' qui étaient assez sympas. Mais voilà, est-ce que c'est une non-franchise, quoi? J'imagine qu'il y a ça aussi. C'est un gros nom, mais est-ce que les gens ils y vont forcément? Il y a l'esthétique du film, le fait qu'il paraisse hyper lent, même dans ces trailers qui insistaient sur les rares scènes d'action, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le film, fondamentalement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je trouve ça super amusant, enfin pas super amusant, c'est super triste, mais je trouve ça vraiment intriguant en fait de se dire qu'il n'a même pas fait ce qu'a pu faire un Mad Max Fury Road, qui est un peu dans la même situation, c'est-à-dire un enfer de développement, enfin plus ou moins, une promotion qui existe, mais qui n'a pas l'air non plus d'exploser comme exploserait un film de super-héros ou un Star Wars par exemple. Mais derrière, il fait presque moitié moins que lui pour une raison assez étrange. Alors Mad Max Fury Road a fait une demi-heure de moins, mais ça explique pas tout. Et moi, je trouve ça assez triste. Et en fait, je trouve ça encore plus triste quand on sait que le risque est... A priori, ils l'avaient tous compris et ils l'ont bien divisé pour éviter de se couler, tous se couler. Après, bon, j'ose espérer que Warner Bros, du côté de la distribution, ou Alcon Entertainment continue de prendre ce genre de risques. Après, Denis Villeneuve plaisantait en expliquant que là, il était sur Dune et qu'il disait ça se trouve dans plusieurs semaines, j'ai plus de boulot parce que entre la réception de Blade Runner, le fait que je vais vouloir faire mon truc sur Dune, ça se trouve, ça va mal se passer. Alors, il travaille avec Legendary Pictures, donc j'ose espérer que ça va bien se passer, mais pareil, Thomas Tull n'est plus le président de Legendary Pictures alors qu'il l'a fondé. Maintenant, c'est géré par des capitaux chinois, donc on peut imaginer que l'artistique va passer après le financier, donc voilà, je sais pas si vous aviez des petites, peut-être des pistes de réflexion. Un peu triste quoi, mais je pense que déjà, comme on le disait tout à l'heure, Blade Runner, il n'avait pas marché à l'époque, c'est un film d'initié, et en plus je trouve que, enfin celui-là, il a une réception assez clivante au final, même parmi les initiés qui aimaient Blade Runner. C'est vrai je pense que c'est peut-être ça qui a participé au fait que si t'aimais Blade Runner à l'époque et en plus tu disais ah non ce nouveau Blade Runner il est nul parce que c'est plus le Blade Runner que je connais, bah je pense que ça participe à une pas mauvaise d'aller voir au presse. cinéma, je pense qu'il faut aller se faire ça. Bah je sais pas, il y en a sur grand écran. Franchement c'est long. C'est et vraiment tout, le genre de film où il faut faire ça. Je pense que les initiés qui sont contre ce film l'ont vu quand même en fait. Ouais, mais je pense que ça a participé aussi, tu ouais, vois, je peux à une imaginer mauvaise que... presse. Après, c'est un film long et tout, tu vois, c'est pas... Excuse-moi, du coup, ouais, c'est un film long et du coup, c'est vrai que c'est pas souvent, c'est pas évident d'aller voir un film aussi long maintenant, alors que t'as des blockbusters calibrés. Enfin, à part Transformers, qui est trop long pour être débile, celui-là, il est quand même long et vachement dense en écriture, en univers et tout, ce qui fait que c'est pas pour tout le monde non plus, je pense. Après, il y a, enfin, je vais pas dire que c'est la faute des fameux cercles d'initiés qui étaient fans et tout, mais peut-être qu'il y a un problème à vulgariser le propos, parce que le premier film, c'est comme Ridley Scott, c'est pas non. Enfin, il faut aller chercher un peu des pistes, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Non. Mais j'ai l'impression que dans les sphères un peu maintenant de gens, justement, de ces 250 000 personnes qui vont voir le film, il y a du mal à passer le témoin aux gens qui peut-être n'avaient pas vu le premier, ou avaient trouvé ça ennuyeux, ou incompréhensible, ou je ne sais pas, tu vois, ce qui pourrait leur faire croire que c'est un cinéma pas pour eux. Et pour plein d'œuvres en ce moment, on dit ouais, ça c'est hyper intelligent, c'est hyper fin et tout, tu vois, en même temps, c'est à tout le temps dire ça. Et pas à dire bah non, c'est pas si intelligent, c'est un propos simple dans un univers qui est assez simple à comprendre, et vas-y, juste c'est un nouvel univers, essaie de te mettre dedans, tu vois. J'ai l'impression que c'est pas le discours aussi, et que ceux qui voudraient défendre le film finalement le défendent pas tant que ça et restent dans leur cercle. Ouais, je peux comprendre. Et tu vois, sont bien contents de pouvoir en parler avec leurs potes qui ont compris aussi, et c'est peut-être un peu dommage. Je pense qu'il y a un clivage aussi du public entre lui-même, quoi. Parce que justement, à force de vouloir un peu intellectualiser les choses pour dire c'est pas de la SF débile,
ou grand public, machin, ça va plus loin, ça fait une réflexion sur la société, tout ça, les rapports qu'on a, le mec, bah, tu vas pas l'emmener au cinéma forcément, tu vois. Pour moi, Parce que quelque part, tu lui dis même, mais bah, je suis d'accord, mais peut-être que quelque part, ça dépend de la façon dont tu dis, mais tu peux aussi ressentir un truc genre, ouais, c'est trop con pour toi, tu vois, mais et te braquer. Non, mais que le mec le comprenne comme ça, tu vois. Il y a des gens qui, en plus, le prennent comme ça. Et même des gens, tu sais, qui disent juste, moi, je vais au cinéma juste pour me divertir, poser mon cerveau de côté, tu vois, il y a ce genre de truc. Mais je me demande même, parce que même même sans connaître Blade Runner, tu vois, je me dis, avec les affiches, la promo, ça donne pas non plus une impression, justement, de trucs ultra blockbusteresque en fait, tu vois. Non mais même si je devais un peu hardcore, je dirais, tu vois, je suis pas sûr qu'il y ait tellement d'appétence dans le grand public en ce moment. Puis même sur l'affichage, j'ai trouvé que, moi je crois qu'ils ont commencé ici à Nantes, c'est vraiment, déjà les visuels sont assez pauvres parce qu'il y a très peu de, enfin les costumes sont hyper épurés quoi. Harrison Ford avec un t-shirt Decathlon gris, je suis pas sûr que ça te donne hyper envie, alors que s'il avait le manteau de Descartes ou un truc qui évoque ça, peut-être que les gens se diraient ok ouais j'imprime Blade Runner. Tu vois, c'est Blade Runner en jaune sur un bus une semaine avant la sortie du film, tu te dis c'est quand même le deuxième Blade Runner, ce qui est déjà presque une belle hérésie, tu vois, que ça sorte, mais il n'y a pas eu, bon alors après je le perçois aussi dans une ville de province et auprès du public français, donc c'est encore autre chose. Et puis le deuxième sujet qu'il a abordé, mais je ne sais pas si on a forcément le temps d'y réfléchir ou non, c'était la question des persos féminins. Je ne pense pas que ce soit forcément lié. Denis Villeneuve, c'est un mec qui a une filmographie, je crois qu'il rappelait justement qu'il a fait 9 films, et dans ces 9 films, il y a 6 personnages, enfin 6 sont des héroïnes en fait en personnage principal. Donc c'est pas forcément un mec que j'attaquerais sur ses personnages féminins, loin de là. Mais moi je sais que je l'ai vu avec ma chérie qui m'a dit bah ouais c'est cool, il y a plus de persos féminins que dans Blade Runner, ils sont représentés de manière plus diverse. Mais c'est vrai qu'il y a aussi toujours un peu ces canons des personnages. Enfin, moi, par exemple, je trouve que le personnage de Kay, il nuance vachement bien cette idée de héros, d'élus, etc. Alors qu'à l'inverse, les personnages féminins qu'on peut avoir, il y a toujours forcément, dans ces univers de SF noirs, toujours forcément la prostituée dont on sait à peu près rien, la nana, le trope, je crois que ça s'appelle la Cold SF Bitch, donc la nana typiquement jouée par Jodie Foster ou Robin Wright dans le cas présent qui dirige depuis son bureau et qui fait pas grand chose d'autre. Alors je pense pas que c'est joué, mais encore qu'il faut rappeler que le public féminin joue énormément dans le succès des blockbusters, Marvel notamment. Mais voilà, c'est un autre sujet. Moi personnellement j'ai trouvé que c'était plus varié, mais malheureusement Lise n'est pas là pour éventuellement nous apporter. Si je peux me permettre de rebondir sur le premier sujet du coup. Vas-y rebondis. C'est le petit moment anecdote, parce que vous savez bien que j'ai pas vu le film avec vous parce que j'étais à Bordeaux en déplacement. C'est vrai. Et du coup j'étais seul tout au cinéma et j'ai discuté avec le mec qui était à côté de moi, qui était prof à la fac d'art de Bordeaux. Et du coup j'ai fait vous devez avoir vous avez potentiellement pas mal d'élèves dans la salle ce soir, tu vois. Et il fait non, je leur ai demandé, il n'y a personne qui connaît. Ces élèves, c'est des élèves en design quoi. Et les mecs ils connaissent même pas le premier Blade Runner. Et je me suis demandé dans quel monde un film peut avoir autant d'importance, d'influence sur une partie de la société et être totalement inconnu d'une grande partie du public, parce qu'au final il n'y a pas la hype que peut avoir, enfin la légende que peut avoir un Mad Max par exemple derrière, tu vois, sur la pop culture, je veux dire. Mais parce que c'est peut-être pas si pop que ça en fait, je pense que c'est ce que Jay essayait de dire, et c'est vrai que moi la perception que j'ai eue, moi j'ai découvert ce film un peu par hasard et jeune, mais je sais que d'autres gens de mon âge ou alors de mon âge il y a quelques années, donc plutôt à la vingtaine, tu leur disais mais attends t'as jamais vu ce film, ils étaient là bah ouais mais en même temps j'ai toujours entendu, enfin tu vois c'est genre tu le dis pas, tu te fais limite insulter, enfin si tu le dis que tu l'as pas vu tu te fais limite insulter, donc ouais ça m'a pas donné envie de mater le film, et du coup je peux comprendre que c'était un peu cérébral, donc je sais pas trop si c'est pour moi, et c'est vrai qu'il y a une espèce d'appréhension en fait que merde en fait on peut tellement pas critiquer ce film que je vais même pas essayer de regarder, tu vois. Bon alors après c'est plus ou moins une fausse excuse à mon sens, mais je peux comprendre que ça puisse jouer au box-office. Oui. Bah du coup dommage pour Blade Runner puisque vous pouvez toujours aller le voir si vous voulez, vous pouvez faire comme les fans du DCOU, faire une pétition pour aller le voir 6 fois. Mais il est plus au cinéma de toute façon. Ouais dans certains cinémas il doit passer encore, il faut se débrouiller quoi. Mais... Oui, après peut-être que c'est son destin de se bananer au box-office malheureusement. Et de devenir culte dans 20 ans. Ouais. On verra. Tout à fait. Nous allons passer nous allons pas passer en 2049 mais à 9e art, puisque nous allons revenir sur une manifestation du coup qui a eu lieu il y a quelques semaines pour des auteurs BD en fait qui voulaient protester contre la hausse de la CSG, puisque c'est assez marrant. Donc la CSG c'est la contribution attends je vais chercher mais je l'ai déjà perdu parce que je suis très nul en anagramme.
C'est ça, ouais. C'est social généralisé. exactement. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est la CSG? C'est une taxe qui est prélevée sur le salaire et qui permet de payer tout ce qui est assurance maladie et tout ce qui aide la société et tous les gens que nous sommes, puisque ça fait plaisir. Et Emmanuel Macron veut l'augmenter, et en passant notamment par les auteurs BD, ce qui est assez marrant, puisque les auteurs BD n'ont pas le droit au chômage ni à l'assurance maladie, et qu'en plus, ils gagnent déjà de la merde. Donc, évidemment... c'est un débat sans fond, on vous parle tout le temps de ce problème sur 9e art et sur le réseau Arts en général, puisque Parce que le problème existe aux États-Unis aussi, dans une moindre mesure. Mais oui, tout à fait. Mais pas forcément dans une moindre mesure. Oui, pas forcément, ça dépend. Oui, mais du coup, oui, on en Les parle. artistes qui sont obligés de faire des crowdfunding pour leurs problèmes de santé, c'est quand même incroyable. Effectivement, oui, du coup, ça c'est en triste. convention, quoi. Mais après, oui, c'est aussi le problème de la couverture sociale aux États-Unis, donc c'est peut-être un problème différent, parce qu'en vrai, en France, elle est quand même généralisée, sauf pour les auteurs de BD, pour une raison qui nous échappe un petit peu. Et peut-être que l'artiste qui te vend son sketch 50 balles, en fait, il veut aller se payer ses médicaments après avec, tu vois. Peut-être. Du coup. Pourquoi c'est que les auteurs de BD ou c'est que plus. Non, c'est généraliser la hausse de la CSG, mais du coup, ça touche notamment les auteurs de BD et les illustrateurs qui, évidemment, sont descendus dans les rues. Et du coup, c'était dommage que Lise ne soit pas là, mais elle voulait en parler, puisqu'elle avait appelé Violaine Leroy, qui est du coup une illustratrice, et qui lui avait justement parlé de ce problème. Donc on vous invite à aller voir l'article sur 9e art. Et du coup, c'est une problématique assez dense. On vous en reparlera très bientôt, puisqu'on sera à Angoulême en début d'année. Et il y a toujours le SNAC qui se réunit pour faire les états généraux du coup de la bande dessinée. Et il y aura une manifestation prévue sur place aussi. Et il y aura effectivement une manifestation, parce qu'en plus d'être complètement injuste, c'est complètement absurde, quoi. On augmente une taxe à des auteurs BD qui gagnent déjà peu d'argent pour des services qui n'ont pas accès. Après, c'est normal. C'est vraiment ça le problème, c'est qu'ils n'y ont pas accès. Oui, c'est ça, parce qu'après, c'est normal que tout le monde doit en bénéficier, donc il y a une hausse de la CSG quelque part, c'est peut-être bien, puisque ça permettra à plus de gens de le toucher. Mais dans cette situation-là, où en plus il y a déjà des problèmes de rémunération, tu vois, envers les auteurs, donc des trucs, faut éviter de les taxer encore plus, et pour un truc qui ne touche pas. Mais pourquoi ils vont voir eux? C'est parce qu'ils imaginent qu'ils ont tous des royalties énormes et que du coup ils peuvent. C'est généralisé en fait, je pense que c'est juste qu'ils n'ont pas fait du cas par cas, ils ont dit on va l'augmenter, du coup. Ils ont pas réfléchi. Et du coup, il y a des statuts spéciaux partout, c'est mais surprenant. Tu généralises. Ouais, voilà. Puis même, t'as cette idée qui était véhiculée ces dernières semaines que le marché de la BD se portait bien parce qu'effectivement les chiffres étaient en augmentation, mais si tu regardes en fait que t'as juste 3-4 bouquins qui tirent l'ensemble vers le haut, mais que derrière t'as une masse immense d'auteurs qui réussissent pas à s'en sortir. Puis dans le lot, ce sont les éditeurs évidemment qui s'en sortent le mieux, puisque s'il y a une hausse dans l'édition, c'est eux qui sont touchés en premier. Et quand on parle de crise dans la BD, c'est qu'aussi ils ont tendance. C'est eux qui touchent en premier. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit quoi? Ils sont touchés en premier. C'est eux qui sont touchés en premier par la hausse. Oui. Non mais c'est eux qui qui touchent aussi. C'était juste un jeu de mots. Ah, qui palpent. Putain, décidément, ce soir, je n'arrive pas à te saisir, Manu. Jean-Michel Premier. Qui êtes-vous, monsieur? Vous n'êtes pas mon ami. Du coup, qu'est-ce que je disais? Enfin, si, t'es mon ami. Hein. Il n'y a pas d'embrouille. Je disais juste que t'étais peut-être quelqu'un d'autre. Bref, oui, du coup, un sujet assez tragique. Et oui, ce sont les éditeurs qui touchent en premier, enfin, qui sont touchés ou qui touchent les premiers cette hausse, et forcément ça transparaît pas chez les auteurs qui, encore une fois, touchent peanuts. Donc une problématique dont on vous reparlera en début d'année à Angoulême, puisque évidemment on sera là pour couvrir l'événement, et je pense que ce sera un de nos axes prioritaires de travail, puisque on voudrait que tout le monde soit riche dans le monde. C'est quand même beaucoup mieux. Non, pas forcément tout le monde. Ok. Du coup, vous en commentaire, demandez à Arnaud ce qu'il voulait dire par là. Est-ce que je me Si vous avez des problèmes avec Arnaud dans la vie, il vous souhaite du mal, clairement. Mais non, mais il y a des seuls types qui méritent pas d'être riches, c'est tout. Oui, sûrement, mais après on fera du cas par cas aussi, comme Emmanuel Macron, ce qu'il ne fait visiblement pas. Donc on le fera pas comme lui, puisque je viens de dire l'inverse. Nous allons passer à notre première chronique de la soirée, de la journée, du matin, ça dépend à quelle heure vous écoutez, mais nous, effectivement, c'est la soirée, je ne vais pas vous le cacher. Si vous regardez là-bas, vous ne pouvez pas, je déconne, puisque peut-être que vous écoutez à l'audio. Et si il a regardé. Oui, si tu regardes là-bas, il fait nuit, effectivement. C'était juste un piège pour les auditeurs, pour un peu interactivité, donc j'essaie de rentrer dans le nouveau siècle avec cette émission. C'est une émission audio interactive. Vous pouvez toucher un meuble devant vous. Et nous, on fait pareil, regardez, hop,
Mortel. Alors, du coup, on va passer à la première chronique. Et chronique interactive aussi. Ah oui, complètement. Puisque je vais te laisser présenter le concept avant qu'on écoute cette chose. Le concept, c'est que je me suis dit, pour parler de livres jeunesse, donc c'est sur ça que va porter cette chronique aujourd'hui, c'est pas moi qui vais en parler, ce sont les consommateurs de livres jeunesse, à savoir du coup des enfants. Donc j'ai trouvé des enfants, j'ai réussi. Travailler des enfants. J'ai fait travailler des enfants, oui, non, ils étaient très contents de le faire, rassure-toi. Et du coup, j'ai trouvé des enfants pour me parler de leur livre préféré. Je leur ai laissé totale liberté pour me dire ce qu'ils voulaient, ce qui leur a le plus marqué. C'est là-dessus que j'ai insisté. Et ils m'ont dit ça, donc vous allez les écouter. Bonjour, je m'appelle Afsa, j'ai 7 ans et je vais vous présenter un livre qui s'appelle Isadora Moon. L'auteur est Harriet McCaster. La maison d'édition, c'est le livre de poche jeunesse. C'est plutôt un roman. Il y a des petits dessins sur des pages et d'autres, il n'y en a pas. Le héros de l'histoire s'appelle Isadora. Son nom de famille est Moon. Elle vit beaucoup d'aventures et c'est une fée vampire. Parce que son père est un vampire et sa mère une fée. Elle a une petite sœur. Elle a une petite peluche qui s'appelle Lapin Rose. Lui a mis vie avec sa magie. Ils se quittent jamais. Ils sont toujours ensemble, même quand Isadora va à l'école. Par exemple, dans un livre de ses aventures, elle a perdu le peigne de son père. Et puis après... elle vit une aventure. Dans d'autres, elle veut faire des anniversaires plutôt humains ou aller dans des choses plutôt humaines que vampires et fées. C'était amusant parce que parfois ça pouvait être rigolo et puis c'est bien pour les enfants qui commencent à lire des gros livres. Bonjour, je m'appelle Swale, j'ai 10 ans, je suis en CM2. Je voulais vous présenter un livre qui s'appelle Le Journal d'un dégonflé. L'auteur, c'est Jeff Kinney. Héros s'appelle Grégory Effley. C'est un gars avec son copain qui est complètement débile. Ils sont devenus copains parce que lui, il tapait à toutes les portes avec un manuel tu veux être mon ami, et du coup, ça lui a fait pitié. Sauf qu'à chaque fois, il le laisse tomber pour aller avec des gars complètement débiles. Lui, il voudrait être hyper populaire comme d'autres. Ça se présente sous forme de cahier qui explique, comme si c'était écrit par Greg Effley. Lui, il a son petit frère qui peut aller partout et c'est le chouchou de ses parents, il se fait jamais gronder. Il a un grand frère qui fait que de lui faire une blague. Par exemple, une fois, à 3h du matin, il est arrivé, il s'était habillé comme pour aller au lycée et il lui a dit qu'il avait dormi pendant toutes les vacances, parce que c'était les vacances. C'est assez marrant parce que ça explique en dessous en BD et tu vois comment ça se présente. Je m'appelle Mohamed, j'ai 5 ans et je vous présente un livre. Le nom c'est Cap ou pas Cap. Il y a un koala où il est cap de rien faire parce que son copain il a crié Cap ou pas Cap et ensuite il voulait pas descendre de l'arbre et à la fin il est cap de tout faire. Je m'appelle Ouris, j'ai 5 ans. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle As-tu vu mon dragon? C'est un livre qui nous apprend à compter. En fait, il cherche des dragons. En fait, il demande deux sandwichs pour le dragon est égal 2. J'aime écouter les enfants. C'était très mignon, n'est-ce pas? Oui, c'était mignon. Effectivement. Alors les enfants, je vais vous faire un petit détail parce que pour les plus petits, c'était un petit peu. Et oui, parce que du coup, tu viens de spoiler que c'était nous qui avions enregistré juste avant avec nos voix d'enfants, parce que tu nous as appelés les enfants. Non. Alors du coup, on vous a présenté Isadora Moon de Harriet Muncaster au livre de poche jeunesse. Bon, ça vous le saviez déjà. Il y a 4. Elle a une peluche et moi ça m'intéresse. La peluche t'intéresse. Le lapin. Elle a donc, il y a donc 4 ouvrages dans cette collection. On a présenté aussi Journal d'un dégonflé, qui possède celui-là 12 ouvrages, donc c'est assez complet. C'est de Jeff Kinney, aux éditions du Seuil. Donc voilà. Et pour les plus petits qui n'ont pas pu tout vous présenter,
Il y a donc Cap ou pas Cap, c'est de Rachel Bright et Jim Field, aux éditions Gauthier Langerot, et chez le même éditeur, pardon, As-tu vu mon dragon de Steve Light, du coup. Mortel la couverture du dragon. As-tu vu mon dragon, il est magnifique, les dessins sont vraiment très très beaux. Moi celui-là aussi d'ailleurs. Ça a l'air super joli. Donc voilà. Et du coup, c'était une chronique assez originale. C'était la chronique originale et laissez les enfants vous dire ce qu'il y a de mieux pour vos enfants. Oui, et laissez les enfants travailler à votre place, puisqu'ils ne demandent pas de salaire. Exactement. Startup Nation. Startup Mais Nation. comme moi non plus, je me dis, on est dans la même galère. Nous allons passer aux sorties de la semaine et nous avons perdu Arnaud. Ça tombe mal puisque c'est toi que je cherche le dragon, je le trouve pas. Interroger en premier. J'ai plein de blagues qui viennent à l'instant, mais je vais me retenir car je n'ai pas envie d'avoir de problème. Et c'est bien normal. Tu vas nous parler de Love is Love. Oui, oui, de Bliss Comics. Bliss Comics, oui. Et du coup, qui est. Carrément. L'hôtesse. Je te laisse présenter, hein, puisque. Clairement. Ah ouais, complètement, je vais le faire. Donc voilà, grâce à ce cher présenteur qu'est Thibaut Claudel en ces instants. Excellent. Donc Love is Love, c'est l'édition française de Love is Love qui était parue l'année dernière, en fin d'année dernière, chez IDW conjointement avec DC Comics. C'est une anthologie à portée caritative qui a été faite suite aux attentats homophobes de Orlando l'année dernière. Donc c'était sorti quelques mois après. Donc c'est un collectif de plusieurs centaines, je crois qu'ils sont 200 en tout en gros, de scénaristes et d'artistes qui font des histoires de 1 à 2 planches donc, pour délivrer à la fois un message de compassion envers les victimes de cet attentat, leurs proches, leurs familles, à la fois un message aussi d'ouverture de tolérance et soutenir un appel en fait, à aller de l'avant et à ne pas se laisser faire dans ce genre d'attentat particulier puisqu'il a vraiment visé une communauté qui a été visée pour ses mœurs, pour leur sexualité et l'intérêt. Enfin, pas l'intérêt, moi je trouve l'initiative de toute façon super touchante en tout cas à la lecture parce que c'est un ouvrage qui est vraiment pas facile à lire, très clairement. L'avantage aussi d'utiliser que DC Comics se soit mis là-dedans, c'est qu'ils peuvent utiliser les personnages dont certains sont ouvertement membres de la communauté LGBTQ, donc en termes de symbolique c'est assez fort, mais même d'autres personnages où il y a justement quelques passages qui sont super durs par rapport à la symbolique que peut prendre par exemple un Batman qui n'arrive pas à élucider en fait la raison du type qui a commis cet attentat. Alors Batman, le plus grand détective du monde, se retrouve désemparé face à cet acte. Et l'édition française, chose très bien menée de la part de Bliss, c'est que pour l'édition française, du coup, des auteurs et artistes français se sont aussi liés à l'effort. Cet effort collectif, donc par exemple il y a Catchwood de The Lesbian Geek que vous connaissez certainement, il y a Vincent Dodienne, humoriste qui est sur Quotidien qui a participé, Marguerite Sauvage aussi, une illustratrice québécoise qui est très connue, ou encore David Alphen qui est un scénariste qui avait créé un personnage qui s'appelle Fusion Man, un super-héros français et homosexuel, dont j'ai fait une chronique à côté d'ailleurs aussi sur 9e art pour vous le présenter. Donc tous les sous seront reversés à SOS Homophobie qui les dispatche ensuite avec aussi des associations qui viennent en aide aux représentants LGBTQ aux États-Unis. Je pense que l'impact symbolique de cette œuvre, la richesse dans les histoires, la symbolique, fait en sorte que c'est un ouvrage qui doit être découvert, vraiment. Je pense que le seul truc que je trouve qui me gêne un peu, forcément, c'est que je pense qu'on est dans une communauté, enfin nous en tant que tel, on est déjà sensible à ce genre de message. On sait que la tolérance, c'est bien, enfin sans être niais non plus, voilà, on sait que la tolérance c'est bien. C'est bien. Il y a une phrase, la dernière phrase de Vincent Dodienne que je trouve très bien qui dit « On ne fusille pas des gens qui s'aiment et qui dansent sous prétexte qu'ils s'aiment et qu'ils dansent ». Je trouve que ça résume assez bien pour moi et je suis entièrement d'accord. Je ne suis pas sûr que ce genre d'ouvrage réussisse à trouver une portée en dehors de personnes déjà convaincues, mais Love is Love a le mérite d'exister et se doit d'exister, donc je le recommande vraiment. Tout à fait, c'est déjà disponible. Oui, c'est sorti la semaine dernière. Tu l'as pas cité, mais on a une française à la cover aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a Elsa Chartier qui est The Infinite Loop, déjà qui avait déjà un message très solidaire sur les personnes qui sont oppressées par rapport à leurs différences. Donc c'était presque logique de la voir aussi de toute façon. C'est bien deux communautés qui se rencontrent. Quoi. On ne va pas les mettre séparément, parce qu'il y a des LGBT dans les fans de comics et inversement. Oui, mais de toute façon, ça fait quand même deux grands groupes, on peut dire, qui peuvent s'unir autour de cette BD et du coup
donner un vrai coup de pouce au-delà des sorties BD d'habitude. Puis il y a des efforts continués qui sont faits de toute façon dans les comics indés, mais aussi mainstream, pour que cette partie du lectorat soit mieux représentée, soit plus visible aussi. Donc là, de voir tous ces artistes, même, c'est con, hein, mais même il y a des auteurs dont j'aime pas le travail habituellement, qui ont réussi vraiment à me toucher avec leurs histoires. Donc ouais, c'est vraiment un bel effort dans tous les sens du terme. Très bien. Du coup, on vous invite forcément au moins à le feuilleter si vous le croisez, et puis l'acheter, ce sera encore mieux, mais on peut pas vous forcer à acheter des trucs. Arnaud, tu vas continuer, ouais, je continue avec Courtney Cramarin. Dans un truc un petit peu plus joyeux quand même, malgré tout. J'arrive pas à parler de façon pas super rare de cet ouvrage, ça mine à chaque fois. Donc du coup, on va changer avec Courtney Cramarin, qui est un titre publié au début des années 2000 par monsieur Ted Naife ou Naifi, je sais absolument pas comment ça se prononce, et qui ressort dans des petites intégrales. C'est beau. Bah ouais, chez Achilleos. Donc il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis là, et il y a le 3e qui arrive le 6 décembre, et en gros ça comprendra la série complète, c'est à 20 € le tome, donc déjà juste sur l'argument financier. Je trouve que les ouvrages sont, d'habitude les intégrales, t'imagines plutôt des gros bouquins, des grands formats, gros pavés. Je trouve que le format se prête super bien, surtout que le travail sur l'objet, le livre en tant que tel, est vraiment bien fichu. Et du coup, Courtney Cramarin, c'est une petite fille qui déménage pour s'installer dans la grande maison tenue par son oncle, une grande figure un petit peu austère, et s'aperçoit en fait qu'il est magicien, que son manoir est peuplé de créatures de la nuit, et du coup ça développe tout un univers à la fois fantastique et un petit peu gothique, dans une sorte d'horreur féerique slash macabre, un peu entre un film de Tim Burton et le Coraline par exemple de Neil Gaiman. Au début, en plus ça part avec des histoires un peu simples, sachant qu'en fait que chaque ouvrage comprend 2 tomes, et que chaque tome était séparé en 4 chapitres. Donc ça, c'est vraiment des clous assez clairs. Et au départ, en fait, on est avec des histoires autocontenues dans un chapitre, et un peu plus guillerette. Par exemple, Courtney Cramarin lance un sort parce que j'y reviendrai après, pour que tous ses camarades de classe l'apprécient, puis elle s'aperçoit qu'en fait ça devient beaucoup trop lourd, et voilà. Et au fur et à mesure de la lecture, et notamment dans le tome 2, on arrive à des thématiques déjà plus sérieuses, avec notamment le rejet des autres par exemple, ou des machinations qui sont beaucoup plus sombres. Et il y a même tout un récit en fait sur l'amour qui est ultra défaitiste, et ça donne pas envie de tomber amoureux du tout. Et parce que Courtney Cramarin aussi, c'est un personnage qui est ultra... désolé. Après le Vise-Love, c'est dur quand Ouais, même. j'avoue. C'est pas pareil. C'est un personnage qui est super attachant parce que c'est une gamine, mais qui a une certaine lucidité, et qui a un ton en fait pas agressif non plus, mais très très piquant en fait, qui a beaucoup de répondants, et auquel on s'attache énormément, parce que justement comparé à tous ses camarades de son âge, elle est pas naïve, et elle est un peu cynique aussi, justement, vu que tout le monde la rejette au départ, au final elle s'en accommode très bien, et que tout le monde lui fout la paix, parce qu'au final les autres c'est des blaireaux, tu vois. Et je trouve qu'elle a un côté comme ça, vraiment rentre dedans un peu. Justement le premier numéro, elle erre dans les bois qui sont les bois réputés hantés à côté de la baraque, elle tombe nez à nez avec une sorte de monstre, elle sait pas faire du tout, quoi, du coup, le monstre est complètement désarçonné par ça. Et en plus, les dessins de Ted Naife sont assez simples, pas simplistes non plus, mais c'est un design un peu, j'ai pas envie de dire cartoon, mais peut-être un peu client du côté du dessin animé, avec des tontes justement assez grises, pour rentrer un peu dans cette ambiance de gothisme, je dirais, fantastique, moderne, et du coup qui fait que ça se lit super bien. Du coup c'est quelque chose qui est vachement abordable, et je pense que du coup pour les fêtes de fin d'année, c'est un ouvrage qui se laisse lire vraiment avec un certain plaisir. Donc moi je connaissais de nom cette figure, et visuellement j'avais jamais pu explorer encore, et du coup ces intégrales, je trouve que c'est un format idéal pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Du coup, en parlant de format, est-ce que c'est le format original au niveau de la taille du bouquin, quoi? Au niveau de la taille du bouquin, ouais. La taille des pages. Je pense que les pages du coup sont un peu plus petites, encore que ça ressemble vachement à du single, tu vois, quand même, dans le découpage, quoi. Mais du coup, c'est l'ensemble de toutes les mini-séries qui avaient été publiées avant qu'une autre ongoing soit lancée en 2013. Quoi. Ok, très bien. Voilà. Du coup, c'est déjà disponible aussi. Donc les 2 sont déjà disponibles. La 3e, qui comprend donc tout le reste avec l'ongoing publié en 2013, ça sort en fin de semaine. As-tu un prix pour... Oui, c'est 20 € le tome. Oh, très bien. 19 même. 19, Manu, la précision. Oui, c'est pas un 19,90 j'ai arrondi, mais voilà, 19 €. Nous allons continuer avec les titres sortis en C-francs. Et ouais, car je vais vous parler de The Witcher, le tome 1, La malédiction des corbeaux. À noter que je vais peut-être pas vous faire l'affront
de vous donner l'équipe créative, non pas que je veux leur manquer de respect, mais j'ai peur de leur manquer de respect en essayant de prononcer leur nom, puisque en fait ce sont des Polonais. Et excusez-moi, oui, je n'arrive pas à parler polonais. Donc je vous laisserai regarder ça sur internet. Mais du coup, The Witcher, C'est plus respectueux de ne pas les citer, croyez-nous, il a essayé tout à l'heure. Oui, j'ai essayé tout à l'heure, c'est une catastrophe, donc je pense vraiment que c'est plus de respect de ne pas le faire. Du coup, Andrzej Sapkowski, l'auteur du roman, donc c'est un roman de dark fantasy classique qui est sorti il y a une vingtaine d'années en Pologne et après à travers le monde, qui est revenu sur le devant de la scène parce que j'imagine que The Witcher, vous en avez, enfin la plupart on en a sûrement entendu parler grâce à l'adaptation en trilogie par CD Projekt, aussi un studio polonais. Et du coup, Urban vient de lancer une nouvelle gamme qui s'appelle Urban Games, dans laquelle il va publier des titres liés aux jeux vidéo. On aurait pu s'en douter avec ce titre. Et du coup, ce petit Witcher qui débarque, puisque c'était Dark Horse, je crois, qui avait édité oui, c'est tout à fait ça, Dark Horse qui avait édité des comics The Witcher. Et on a pu découvrir ce premier tome. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce premier tome ? Il faut savoir avant tout que c'est la suite du jeu vidéo, la suite de The Witcher 3, donc, qui boucle l'histoire un peu de Geralt. Geralt qui est le principal héros de cette aventure, c'est un Witcher, un sorceleur en français. Quel est son boulot à lui ? C'est de se balader dans les prairies et les plaines et dans les villages, et en fait il met ses services au service des gens pour détruire tous les monstres qui traînent un peu. Donc en échange il a une sale gueule, c'est un peu dommage, on le voit très peu dans le jeu vidéo puisqu'il est un peu stylé, mais en vrai normalement il a une tête de con qui fait que les gens le détestent mais ont besoin de lui pour se débarrasser des monstres. Et du coup on retrouve on retrouve Geralt juste après la fin de Witcher 3, donc il est avec Ciri qui est aussi Witcher, donc je spoil parce qu'en fait c'est une des fins du jeu, donc puis c'est un peu dur de vous en parler si je ne dis pas ça, et du coup c'est pas terrible. Alors pourquoi C'est vrai que le mec a l'air gênant. Vous vous êtes fait spoiler pour un truc pas terrible. Oui, c'est vrai que je voulais remettre le contexte, mais pourquoi c'est pas terrible ? Et il faut savoir que 2 des scénaristes du bouquin sont des scénaristes du jeu. Et en fait, ce qui est gênant dans ce premier tome, donc il faut savoir que moi j'ai lu une grande partie des romans et j'ai joué aux jeux vidéo. Donc ce qui fait que j'ai quand même... Witcher, c'est une licence que j'apprécie beaucoup. Et du coup, ce qui est chiant là, c'est que... En fait, ils écrivent comme s'ils écrivaient le jeu vidéo, donc ce qui est un peu gênant puisque on leur fera remarquer que ce n'est pas le même format. On ne peut pas brancher de manette sur un livre. Et en fait, oui, ce qui fait qu'au final, l'histoire qu'on nous raconte, donc Geralt est en train de chasser une strige. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une strige, c'est une petite fille en général qui se transforme en monstre un peu hanté et qui bute des humains. C'est un peu un clin d'œil aussi au Sorceleur, enfin tome 1, puisque c'est la première, parce que c'est comme Conan en fait, le Sorceleur en roman, c'est des nouvelles en fait, et après il y a une intrigue plus longue qui s'installe, mais vers le tome 6-7, et du coup, vers le tome 4 jusqu'au tome 7, et du coup on retourne avec une strige et tout, c'est aussi la première vidéo de The Witcher 1, donc c'est pour ça double clin d'œil. Et en fait, le problème, c'est que oui, Geralt doit faire cette quête, donc qui n'est pas super passionnante de base, mais qui peut toujours être sympathique à suivre, puisque The Witcher, la particularité, que ce soit le roman ou le jeu vidéo, c'est que c'est super bien écrit. Et là, en fait, on le voit aller chercher des machins pour faire des potions, des trucs en fait qu'on fait dans le jeu vidéo, mais qui n'ont pas de sens dans ce livre, et qui fait en fait que l'histoire est vachement plate. C'est vraiment juste un clin d'œil pour même les gens. Tu vois, moi, j'ai joué aux jeux vidéo et tout, ça m'a pas branché, puisque j'étais là, j'ai pas de manette, donc c'est très chiant à lire. Franchement, c'est... Jouer des quêtes FedEx, c'est déjà chiant, donc ça. les lire... Et c'est pas catastrophique non plus, mais du coup, on perd de la saveur. C'est vrai que Geralt, si moi je le kiffe autant, c'est parce que c'est le mec le plus cynique de l'univers, donc... Même dans les jeux vidéo, on le voit bien, mais en roman, c'est encore mieux, parce que ça, il joue avec le fait qu'il ait une sale gueule et qu'il fasse flipper tout le monde. Et là, en fait, du coup, il est vraiment super passif de l'histoire, il est pas charismatique. Et en plus, visuellement, c'est pas terrible. Je vais retrouver le nom quand même, parce que... C'est Piotr Kowalski. C'est Piotr Kowalski, donc un nom que je peux prononcer, et on reverra bientôt avec Alex Scott, qui fera le comics Bloodborne, que j'ai hâte de découvrir aussi, parce que je kiffe Bloodborne, comme Arnaud, et je kiffe Alex Scott. Bon combo, je kiffe moins Piotr Kowalski pour le coup, mais on verra bien. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas super beau, c'est pas très détaillé et tout, et ce qui fait qu'au final on ressort avec un truc, c'est pas horrible non plus en vrai, mais
Enfin, à part si vous aimez pas Witcher ou si vous connaissez pas Witcher, bah clairement je vous le conseille pas. Et si vous kiffez Witcher, je pense que ça va être décevant aussi parce que c'est peu intéressant quoi. C'est vraiment pour les complétistes, ça se passe après le jeu, mais ça ne nous apprend pas non plus. Il n'y a pas de grand bouleversement puisque en plus il y a une série Netflix qui est en préparation, donc ça se trouve ça prendra la suite de The Witcher. C'est des projets que tu as dit qu'ils ne seraient pas contre l'idée de faire un autre jeu The Witcher, donc en gros ils sont un peu verrouillés niveau scénario, donc ils lancent pas des grands bails et ce qu'ils nous racontent c'est pas super intéressant. Donc c'était chez Urban Comics collection Urban Games. Ça coûte combien? Maintenant il y a les 0,6, bon, ça coûte une vingtaine d'euros, entre 15 et 20 euros. Ouais, Bien parce qu'en plus il faut savoir que je dis à tout le monde de noter leur prix avant et je le fais pas. Est-ce que ça coûte trop cher pour ce que c'est de toute façon? Oui, ouais, je pense. Donc après, clairement. Gratuitement, ça vaut le coup. Tu nous encourages bien. Mais j'ai pas pris des plaisirs à le lire, mais ça m'a pas bouleversé ma vie. Et je pense qu'il y a des titres à côté qui sont carrément mieux, même en termes d'adaptation de jeux vidéo et tout. Vraiment, si vous êtes méga fan de Witcher, je vous dirais d'aller dessus parce que c'est toujours ça à grignoter, mais vous ne serez pas. Très bien. Non, oui, j'ai voulu laisser un truc parce que j'avais un mot, mais il a perdu. Vous ne serez mais pas, c'est je vrai, ne on sais a pas, compris l'idée. transporté, vous ne serez pas. Ouais. Mais c'est pareil, tu vois, c'est dans ma dynamique de podcast interactif. En fait, là, je viens de faire un blanc et je vous invite à le remplir avec un mot. Tu fais comme Dora, du coup. Oui, c'est vous-même. Oui, c'est ça. Par rapport à ce que j'ai dit avant, je pense que vous avez un mot qui ira parfaitement pour conclure à ma place. Nous allons continuer et passer du côté du petit écran. C'est vous deux, mais du coup on va commencer par Manu. Et nous allons parler de Runaways qui vient d'arriver sur Hulu, donc la nouvelle série Marvel TV qui ne devrait pas survivre très longtemps, puisque normalement... On a 13 épisodes de commandés encore. Oui, mais mais quand je dis ça, c'est parce que la plateforme de Disney arrive en 2019 et que Disney a annoncé que tous ses projets, ou tous ses futurs projets seront sur sa plateforme. Donc ils peuvent s'arranger pour rapatrier. Ils peuvent rapatrier, c'est pour ça, mais... dans le bif. Ouais, si vous rapatriez John Bernthal, je ne me plains pas. On reparlera de The Punisher, c'était un teaser, on va pas en parler ce soir, mais on va en reparler dans un podcast spécial. Et du coup, Runaways, Brian Kevogan qui a fait le comics, adaptation en série télé. Comment c'était, Manu? Eh ben écoute, moi j'ai trouvé ça pas mal. Alors pour replacer, merci. Runaways, c'est un comic book donc 2003 de Brian Kevogan, tu l'as dit, dans lequel des adolescents se rendent compte que leurs parents qui se réunissent régulièrement pour alors je sais plus si c'est censé être des œuvres caritatives dans le comics, sont en fait des super vilains qui font partie d'un groupe de super vilains qui a des particularités que je vais pas te dire maintenant au cas où ça pourrait spoiler la série, sait-on jamais, je suis pas sûr, mais c'est le concept, c'est le pitch de départ, c'est comme ça que tu vends ta série quoi. Enfin, c'est présenté dans les trailers, non? Le concept est présenté dans les trailers. Bah j'ai pas regardé les trailers, enfin j'ai regardé le premier. Ok. Sinon, il n'y a aucun intérêt de regarder la série. Hein. Bah ouais. Non, mais je parle de la particularité de la comics du groupe de Pride, quoi. Il y a une particularité dans la bande-annonce qui n'est pas annoncée pour l'instant. Et du coup, qui se rebellent contre leurs parents, vont former un groupe de jeunes super-héros qui se rebellent contre leurs parents, vont les défaire et vont devenir un vrai groupe de super-héros classique, quoi. Et du coup, c'est l'adaptation de Hulu qui n'a pas les droits de certaines choses comme les mutants, par exemple, qui pourraient être bien utiles, qui n'a pas le droit d'aller faire des références très claires au MCU, mais qui s'en tire plutôt bien, je trouve, dans un côté... Tu veux dire qu'il n'y aura pas Rosario Dawson? Il n'y aura pas Rosario Dawson. Merde. Mais elle n'est pas dans toutes les séries maintenant, on peut le dire. Maintenant, c'est Karen Page, effectivement. Du coup, oui, là, les 3 premiers épisodes ont été diffusés la semaine dernière. Alors, je ne sais pas du tout d'ailleurs si c'est une diffusion de 3 par semaine ou si c'était... Je crois que c'est juste pour le season première, vraiment. Et ça reprend globalement le plot de base avec une intrigue plutôt... c'est une intrigue adolescente, mais plutôt bien menée. Je trouve que les personnages sont relativement bien traités. Certains subissent des adaptations, par exemple, sur leur âge, mais c'était assez logique pour que la série soit viable. La particularité, je sais que c'est ça qui n'a pas plu à Arnaud. Avant que tu continues, tu as regardé les 3 épisodes quand même. J'ai regardé les 3 épisodes, bien sûr. Okay. Non, c'est mais continue. La particularité, c'est que ça s'occupe beaucoup plus des parents aussi que le comic book. Et il y a une sorte de moitié-moitié où
au moment où eux vont se rendre compte que leurs parents sont des vilains, on va voir aussi le côté des parents, de comment ils en sont venus là, et quels sont leurs bails dans la vie. Et avec des petits moments, des fois, comme tu as les moments côté adolescent, qui sont moins insignifiants parce que eux ils sont dans des bails où, quand tu découvres ce qui se passe, ça laisse pas beaucoup le temps à des petites intrigues de côté, même s'il y a des intrigues qui même vont attaquer des choses assez matures, je trouve, dans le sujet. Les parents, eux, vivent leur vie de façon normale et ont des bails, genre, enfin, il y a des histoires d'adultère, des histoires de resto de sushi, des trucs comme ça, quoi. Des trucs dont on pourrait se passer, mais qui au final servent à construire les personnages, parce que là, les parents font partie des personnages à part entière de la série, jusqu'à, on imagine, le moment où ils se feront niquer, quoi. Hein, ça, c'est leur destinée. Mais pour l'instant, il y a une intrigue parallèle. Peut-être par le Punisher, dans un crossover fin de saison. Globalement, c'est quand même c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Je trouve qu'au niveau de la réal et du parti pris de la prod, on a quelque chose qui se tient bien, qui a un ton cohérent, pas cheap. Ouais. Ce qui est assez important. On peut trouver des travers soap opéra, mais c'est jamais forcément totalement désagréable dans une série si c'est bien dosé. Pour l'instant, ça l'est. Et ouais, pour l'instant, je trouve que ça se tient bien et que les acteurs sont plutôt pas mal. Sachant que j'en connaissais pas la moitié des acteurs, à part du côté des parents, justement. Mais du côté des ados, je connaissais personne, quoi. Ok. Et toi, Arnaud, tu veux rajouter quelque chose? Je vais un peu contrebalancer certains aspects, même s'il y a des points sur lesquels je suis d'accord avec Manu, sur le fait que les acteurs gamins sont plutôt pas mal, et surtout qu'en termes de look, franchement, ils sont vraiment allés rechercher les copies conformes des personnages qui avaient été dessinés dans le comics d'origine. Je l'ai lu, du coup, avant pour attaquer le truc. On n'a pas eu le temps de faire une vidéo. On n'a pas eu le temps de faire une vidéo, mais je le précise. Par contre, justement, tu dis que le premier épisode, c'est presque aussi d'ailleurs du copier-coller, en gros, du premier single, où effectivement il y a un développement qui est plus important sur les interactions entre les gamins, même si moi par exemple j'ai des choses à redire sur le fait que à la base les gamins se réunissent chaque année avec leurs parents, parce qu'en fait les parents les emmènent. Là en fait il y a un bail comme quoi ils étaient ensemble, puis on rajoute un élément dramatique qui fait que au lieu d'avoir une bande dès le départ, en fait au début ils sont tous réticents, tu vois, et ça apporte en fait un degré de lenteur en fait à la mise en place du groupe et à leur effort de guerre pour se rebeller contre leurs parents, que je trouve inutilement long. Et je trouve justement que la série, passé le premier épisode, en fait souffre énormément de longueur à rentrer dans le vif du sujet. Parce que je trouve que ça permet de raconter des choses sur les personnages que t'as pas si tout se passe bien dans le groupe au moment où tu arrives, tu vois. Ouais, je suis d'accord, c'est pas forcément utile, mais je comprends à partir du moment où tu te concentres sur les gamins, Ami, que tu veuilles en rajouter, parce que justement il y a des bails sur la sexualité, sur des viols, il y a un truc avec une tentative de viol qui est assez dur, sur l'alcool et sur la rébellion en général. Sur l'embrigadement religieux, sur pas mal de choses. Ouais. C'est vrai qu'au niveau, et ce qui est bien avec ces thématiques, c'est que vraiment c'est parce qu'on se concentre du point de vue des personnages adolescents. Il y a aussi quelques emprunts directs à des passages du comics, tu vois, où le fait qu'on puisse voir Old Lace, par exemple, le dinosaure, je trouve ça cool. Par contre, si j'additionne ces moments cool tous ensemble sur les épisodes 2 et 3, tu vois, c'est 10 minutes sur 2 heures. Parce que je te jure que je te trouve vachement dur. Pour moi, j'ai l'impression que ça m'a donné, c'est qu'on passe pas 50% du temps sur les adultes, machin, c'est de l'ordre du 2 tiers, un tiers, voire 3 quarts, un quart. Et il y a un moment, en fait, on s'en bat les couilles des parents. Je pense que, je sais pas, Brian K. Vaughan, il est consultant sur la série. Je me demande si à un moment, il est pas allé vers lui, il leur fait les gars, je crois que vous avez pas tout à fait compris mon délire, en fait, de comics. C'est un comics sur les ados, tu vois. C'est un truc sur la rébellion. On s'en fout de savoir que les parents, en fait, ils sont pas si méchants, tu vois. En fait, ils ont un peu ils les humanisent à mort. La personne, justement, le dire, c'est que dans le comics, ils voient une nana se faire planter par leurs parents, tu vois. Là, au final, il s'avère qu'on minimise le truc comme ça. Ils sont pas non plus super méchants. Au final, t'en as un qui a vraiment l'air d'être le salaud. De toute façon, il a une sale gueule, donc tu devines direct lequel c'est. Et puis t'as des histoires, des sous-intrigues sur ces personnages, mais on s'en bat les couilles. Je te jure que le passage où le gars il décide d'aller manger des sushis pour raviver après leur vie sexuelle, putain, mais c'est pas le propos de Runaways, tu vois, c'est un truc sur les ados.
qui parle de rébellion, de comment tu fais. Parce que quand t'es ado, justement, le délire, c'est que tu vois un peu toujours tes parents un peu comme une figure avec laquelle t'es en contradiction. Et le délire de Vaughan là-dessus, c'est de dire, qu'est-ce qui se passe si en fait tes parents, en fait, c'est vraiment des méchants, tu vois, c'est pas juste tes hormones qui te le disent. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là et comment tu t'agis en groupe. Et là, tu perds du temps. Je suis désolé, sur les 3 heures de ces 3 épisodes, t'as 1h15 qui est vraiment intéressante et t'as tout le reste, franchement, moi, qui m'a fait me mettre hors de moi un peu. Parce que ça passe à côté du sujet. Je et c'est vrai que dans la Je pense que t'as pas eu de Gotham cette semaine et que t'as besoin de t'énerver. Non, franchement. mais justement, parce que Gotham, parce que t'es tellement mauvais qu'en fait, j'arrive à m'en amuser. Mais là, c'est juste que ça... Et pourtant, j'ai lu le premier arc, vraiment, parce que clairement, ils iront pas plus loin parce qu'après ça part dans des délires beaucoup trop comic bouquins à mon avis pour que ça arrive à la télé. Et il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que en 3 épisodes, la série réussit à passer à côté de son sujet, vraiment. Et je veux bien que tu fasses des rallonges, machin, mais alors je sais pas parce que les mecs à la prod ils se sont dit bon, on va parler d'ados, mais on veut quand même qu'il y ait des adultes qui la regardent, donc on va développer aussi des adultes, mais c'est pas l'intérêt. Et je pense que tu peux faire une série d'ados qui parle d'ados pour un public autre que des adolescents sans forcément devoir faire des concessions sur ce que tu as raconté et sur l'intelligence d'écriture. Et justement, quand tu as un putain d'auteur comme Vaughan qui est consultant sur la série, tu ne devrais pas avoir à développer des intrigues de sushi et de culottes inutiles pour ce genre de propos. Quoi. Non, mais le truc, c'est que je déconne vous invite pas. à vous faire votre avis Je déconne via vraiment votre pas, Cthulhu, bien sûr. Oui, parce que là, c'est la Civil War. Nous allons passer aux sorties comics et continuer le chemin le chemin Marvel Legacy qui est un peu tranquille puisqu'il ne se passe pas grand-chose. Et j'ai quand même envie de... il se passe pas grand-chose d'intéressant. Disons qu'on pourrait en parler un peu plus, mais on n'a pas forcément... Il y a rien qui nous amène non plus, voilà, à nous émoustiller de ce truc. À part dire que c'est pas terrible, ce serait pas très intéressant. Mais un titre était bien, donc je suis content de vous en parler cette semaine, puisque j'ai lu Thanos 13. Thanos 13, qu'est-ce que c'est Thanos 13. Du coup, c'est un mec violet, exactement, qui est teasé dans le MCU depuis très longtemps. Et du coup, on sait très bien que, d'ailleurs, dans Infinity War et Avengers 4, ce sera sûrement la baston de Thanos. Et je vais vous spoiler un truc, il va sûrement perdre. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que dans le 4, dans ce Thanos 13, et du coup, c'est Donny Cates, donc ce petit auteur indé que j'aime beaucoup, et qui arrive chez Marvel, puisqu'il écrit notamment Doctor Strange, et qui est avec Jeff Shaw, donc son pote avec qui il avait fait God Country. Et du coup, ils arrivent sur Thanos 13 et il part un peu de ce principe en disant Thanos perd tout le temps, c'est un peu chiant. Et du coup, on va découvrir un Thanos qui gagne. Je ne vous dis pas exactement dans quelles circonstances, puisque c'est un peu particulier. Mais je suis très, très saucé par ce numéro. Alors déjà, en plus, il faut ce petit Donny Cates, du coup, me chauffer depuis longtemps, puisque j'avais lu ses séries Image, et je pense que c'est un auteur de talent, et que c'est une putain d'ajout à Marvel, qui est un petit peu en PLS en ce moment. Et du coup, cette première page de Thanos commence par un surfeur d'argent, donc c'était genre... un signe des dieux pour moi. C'est pour ça qu'il te chauffe Donny Cates, si t'en veux dire. C'est Jeff Shaw, du coup, qui dessine un petit surfeur, forcément, ça me parle. Et après, en gros, c'est assez marrant puisque c'est vraiment très fin et ça explique le fait que Thanos est dans le mec est censé être le mec le plus puissant de la galaxie, il est tout le temps présenté comme ça, le mec qui est le ruler of world, quoi, qui est censé tout gagner, et en fait, à chaque fois, il se fait booter. Et du coup, il en a un peu ras le cul d'attaquer la Terre puisqu'il s'est rendu compte qu'il y avait des super-héros qui passaient leur temps à le défoncer. Donc du coup, il a décidé de s'attaquer à la planète Shi'ar, où il y a moins de résistance. Et du coup, il arrive à prendre le contrôle, mais malheureusement pour lui, il va lui arriver un truc qui fait qu'il va partir, je n'en dis pas plus, mais découvrir de nouveaux horizons. Et franchement, ce titre m'a bien chauffé. Je trouve que c'est assez marrant, justement, avant Avengers Infinity War, que Donny Cates parle d'un Thanos vainqueur. Surtout que pour le coup, là où je fais souvent des reproches à Marvel de se coller à la ligne édito des films, j'ai eu un débat là-dessus sur Twitter très intéressant la semaine dernière et je maintiens mon point de vue. C'est très malhonnête de faire ça, excusez-moi. Et du coup, oui, mais parce que voilà. J'ai eu raison. Oui. J'aime bien avoir raison. C'est un peu comme Thanos, t'aimes bien gagner. Je suis un peu comme Thanos, exactement, comme je perds tout le temps, là j'en profite. Et du coup, oui, je trouve ça assez marrant, même si, d'ici la sortie d'Infinity War, Marvel aura le temps de se rattraper avec son event avec les pierres de l'infini, mais je trouve ça cool d'aller dans le sens inverse. Oui ? J'ai une question. Non. Puisque c'est Thanos 13.
Thanos 13, ma voix déconne complètement. Je voulais savoir si ça reprenait un petit peu l'intrigue qu'avait mis en place Jeff Lemire ou pas du tout. Et non du tout, à part le fait qu'il s'est fait booter. Parce qu'il y avait quand même un truc très fort dans le... Je sais pas si on peut spoiler, parce que ça doit même pas être sorti en VF. Je ne pense pas. Ou alors c'est la fin du tout premier qu'on l'apprenait. Ouais, c'est la fin du tout premier, mais s'il n'est pas sorti en VF, je crois pas que ce soit sorti en VF. Mais peut-être c'est quand même quelque chose de super important par rapport à la condition physique de Thanos. Oui, quand il a un cancer. Il a fumé trop de clopes. Il a fumé trop de clopes. Et du coup, oui, non, c'est pas du tout abordé. Et je dirais même, par contre, qu'il casse un peu ce délire par rapport au numéro, et je n'en dirai pas plus. Mais bref, pour moi, c'est une très bonne série, Thanos. Une bonne pioche. Et j'ai hâte de découvrir, parce qu'il part vraiment dans un délire assez... comment dire, quand il veut remettre un Thanos vainqueur, le mec a vraiment gagné. Donc c'est un peu, j'ai hâte de voir en fait dans quel délire va prendre. Ouais, c'est déroutant de voir à quel point il a gagné. Du coup, tu lui donnes plus 8 mois que 4 mois avant de devenir nul. Le titre ? Ouais. Bah, je ne sais pas, ça dépend on attendra Thanos 14, parce que c'est vrai qu'en termes de numéro d'intro, c'est vraiment très bien. Mais il faudra attendre un petit peu. C'était une vanne encore ? Non, c'est sur le fait que il lance tout le temps des trucs forts au début, Marvel, et au bout de 6 mois, c'est vrai. Non, mais du coup, moi je suis dérouté ce soir. Clairement, j'ai l'impression que tu veux me dire. Tu es mieux sur Tinder. Ça parle pas de moi, en tout cas, c'est sûr. Manu, je vais te laisser la parole, puisque la semaine dernière, nous avons fait un podcast Watchmen pour la sortie de Doomsday Clock. Alors, je vous invite à l'écouter. Et du coup, en plus de revenir sur l'œuvre cultissime d'Alan Moore et de Dave Gibbons, en fait, on en a profité pour faire un petit tour d'avis de ce Doomsday Clock 1, où je me suis fait sécher par tout le monde. Bref, allez écouter ça. Et du coup, Manu, tu n'avais pas eu l'occasion d'en parler. Non, je t'ai pas séché encore. Oui, je sais que tu n'es pas du même avis, mais je ne me défendrai pas cette fois-ci, puisqu'on ne va pas refaire le même débat, et je connais déjà un petit peu ton avis, mais je te laisse t'exprimer sur ce Doomsday Clock. Ouais, moi, j'irais pas dire que c'est nul, je dirais juste que c'est... Mais je trouve que pour l'instant, c'est assez insignifiant, ça apporte pas grand-chose. Et de facto, je trouve, enfin ça c'est mon côté vieux con, que beaucoup ont par rapport à Watchmen, je trouve que ça désacralise la fin de Watchmen en fait. Et le fait que la fin de Watchmen, c'est un peu, t'es dans un état quantique de l'histoire, tu vois, tu sais, tout peut arriver, derrière t'as un multivers de possibilités, et là ils disent, voilà, nous figeons l'état, ceci est la suite, et nique-toi parce que c'est nul. Moi, c'est pas recevable comme argument, puisqu'on parle de comics où il y a justement un multivers d'univers. Donc, quelque part, moi, la fin de Watchmen n'est toujours pas touchée. Je me dis, c'est juste un multivers Watchmen, tu vois, où il se passe ça. Ouais, mais Watchmen, c'est tellement. C'est le même raisonnement qui m'a poussé à considérer que Gotham c'était un Elseworld, tu vois. Oui, voilà, tu vois. C'est pas vraiment Bruce Wayne. Et qu'au final, tu le vis mieux après. En même temps, ouais, mais tu regardes toutes les semaines, Arnaud, tu peux pas me dire ça. C'est vraiment un Elseworld. C'est le principe des comics, comme dit Alex, c'est d'être réinterprété à l'infini, quel que soit le support. Donc, si tu acceptes vraiment ce principe et que tu en fais ta doctrine numéro 1, ce que ce qu'on ne fait pas quand on parle de Watchmen, parce que c'est justement un truc qui a transcendé son état. Par rapport aussi aux relations entre DC et Alan Moore, la façon dont il s'est fait déposséder de l'œuvre et tout ça. Mais je pense que ça, les gens, ils en ont rien à foutre quand ils critiquent Doomsday Clock. Je pense que personne n'a une réflexion en mode non, je suis contre car Alan Moore n'a pas eu ses royalties en 86. C'est le problème d'Alan Moore. C'est les royalties. Tu vois, Dark Knight, ils sont revenus avec un 3 avec Miller. Frank Miller. Ah, mais là, c'est impossible de revenir avec Alan Moore. Imagine, il serait revenu avec James Tynion Ford, t'aurais fait la gueule, non? Bah, Jeff Jones, là, c'est Jeff Jones, ok, mais Jeff Jones, je suis désolé, c'est pas Alan Moore sur Watchmen, tu vois. Bah, c'est pas Alan Moore. Et tu vois que le gars. Personne n'est Alan Moore sur Watchmen. Non, mais tu vois que le gars, il a digéré la façon de faire, mais il a pas digéré l'âme du truc. Et du coup, tu vois une formule qui est posée sur papier. Tu te dis, ok, ouais, je vois la formule, je l'avais compris, j'aurais pu la reproduire aussi. Mais j'ai pas envie, tu vois. Moi, je trouve qu'il a d'autres conclusions, des conclusions personnelles, parce que quelque part, une œuvre aussi, ça t'en tire des conclusions personnelles. Donc, il a son interprétation. Là où c'est piégeux, c'est sur le crossover, et c'est vrai que, sur l'intégration du monde de l'univers de DC. Et c'est vrai qu'avec le recul, c'est ça aussi qui me fait flipper. Mais je trouve que dans sa digestion de Watchmen, même si je suis pas d'accord, même si on peut ne pas être d'accord avec sa vision du truc, je trouve qu'il y a quand même des points intéressants dessus. Clairement, il y a des points Watchmen, intéressants, c'est tellement culte que tout le monde a son... Je vais pas cracher sur tout le truc parce que je trouve que c'est pas nul. Je trouve juste que c'est pour l'instant assez... C'est à la fois inconséquent et plein de conséquences, tu vois, c'est assez triste. Mais très bien dit. Très belle formule, man.
Pour l'instant, ça m'incite pas à me dire que ça va être un super événement pendant 12 numéros, tu vois. Je me dis, bah. Ok, bah de toute façon, évidemment, on vous reparlera des Parce que des t'as pas sorties, encore vu puisque... la bataille de Lex Luthor versus Ozymandias en armure. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Mais on verra, ça se trouve, ils vont se faire une bataille d'idées, tu vois, et ce serait mortel. Non, je pense pas. C'est Laisse-moi rêver encore un petit peu. Ozymandias qui recrute Lex Luthor et les Jokers pour. Ouais, mais franchement, moi, j'aimerais bien une bataille de rhétorique, tu vois. Ce serait quand même intéressant. Bah, je trouve que Lex Luthor et Ozymandias sont deux personnes en fait, qui sont vachement similaires en étant totalement différents, mais ça se joue à peu de points, tu vois. Et clairement. Depuis tout à l'heure, on parle qu'avec des oxymores. Ouais, c'est clair. Non, mais je trouve que Lex Luthor, c'est quelqu'un qui veut sauver le monde et qui a peur de Superman et qui va justement utiliser toutes ses ressources pour détruire Superman. Quelque part, il est pas si éloigné de Batman puisqu'il le voit comme une menace potentielle. Et comme un surhomme aussi, mais c'est parce qu'il a un ego surdimensionné et il le voit comme supérieur à lui. Alors que Ozymandias, c'est aussi quelqu'un qui veut sauver le monde et qui prend des décisions sales pour le faire, quoi. Donc c'est là où je trouve ça intéressant. Et comme ce sont des beaux parleurs et qu'ils aiment bien s'écouter tous les deux. Il y en a un plus raisonné que l'autre, je trouve. Tu parles de Lex Luthor ? Non, c'est Ozymandias qui est le plus raisonné. Je sais Lex pas. Luthor, justement, il cède à ses pulsions de haine envers Superman. Oui, c'est vrai. Mais bon, Ozymandias a cédé à des pulsions aussi, tu vois. Ozymandias et plusieurs Lex Luthor. Du coup, il pourrait prendre un Lex Luthor qui est beaucoup plus raisonné, tu vois. Par exemple, celui d'American Alien où il est super pertinent dans son. Oui, c'est vrai que voilà, typiquement ce Lex Luthor, et je trouvais ça stylé qu'il se parle avec des. des. C'était dessiné par Jay Lee. Et Jeff Jones est bien bavard, donc peut-être qu'il va nous faire des. Enfin, je sais pas. Je m'enflamme, c'est un truc que j'aimerais bien voir, mais je ne pense pas qu'on l'aura. On en reparlera. Et nous avons fait le tour des sorties. Wow. Et nous allons parser. Oui, nous allons parser à Parcé-Mêlé. Pour ceux qui connaissent dans l'Indre-et-Loire, c'est pas loin de chez mes darons. Nice. Nous allons passer à la deuxième chronique. C'est exact. Et c'est toi-même, alors, Carbone, ou comment apprendre à faire parler ses personnages avec la bouche. Merci à tous. Merci, c'était la fin de cette chronique. Alors, qu'est-ce que Carbone ? Alors, Carbone, ce n'est pas l'élément, c'est une œuvre. C'est un film, il faut que tu le racontes comme ça. C'est un film qui est chargé de alors, raconter une histoire. c'est un polar qui est chargé de raconter une histoire et moi je suis un spectateur chargé de le défoncer après l'avoir vu. Chacun a son objectif, Thierry. Le problème de Carbone, je vais être avec Arnaud dans cette chronique consacrée au cinéma et pour la première fois consacrée au cinéma français. Alors petit disclaimer, je ne suis pas un anti-cinéma français, je ne suis pas un pro-cinéma français. Mon simple avis sur le cinéma français en quelques mots, ça manque de diversité. Voilà, je pense qu'on a des talents, on a les moyens, on est l'un des derniers, si ce n'est le dernier pays à avoir une production en dehors des États-Unis bien sûr, locale. On pourrait faire des trucs, je pense que typiquement un truc comme Hot Fuzz aurait pu très bien se passer en Bretagne, mais ça n'existe pas par chez nous. On préfère faire des comédies avec Christian Clavier ou des polars. Et du coup, le polar est le seul genre qui finalement perdure un petit peu au sein du cinéma français avec un certain talent et certains gros noms comme Olivier Marchal qui signe du coup son nouveau film Carbone avec, tenez-vous bien, fan de Benoît Magimel et Gérard Depardieu. Il n'y a pas de chanson, mais Gérard Depardieu, notamment. Gérard Depardieu, c'est... Tu l'entends avec sa respiration d'asthmatique. C'est ça, il est pas bien. Et, du coup, c'est la team Marseille qui se réunit. Alors, c'est la team Marseille qui se réunit. C'est également l'esprit Marseille qui revient, incarné dans un Paris où, en fait, les personnages... En fait, c'est mon... J'y allais en me disant, putain, j'avais vu la bande-annonce, c'est Olivier Marchal, moi j'adore 36 quai des Orfèvres, c'est vraiment un film qui m'a marqué à l'époque. Je l'ai vu quand il est sorti et à l'époque j'allais tout voir au ciné et je me disais, putain, en France on peut quand même faire des putains de trucs. Et bien 73 était lourd aussi. Était pas mal aussi, ouais, Daniel Auteuil en grande forme. Et sa série Braco aussi sur Canal. Ouais, c'est un mec je pense que c'est un mec qui a prouvé, donc je me disais, je voyais la bande-annonce, j'étais là, putain, on dirait Uber Polar, tu vois, Depardieu, Magimel, la musique, les dialogues, tout avait l'air hyper forcé, tu vois, vraiment, genre, le truc qui... comment dire, tellement conscient de ses codes que ça en devient presque méta, mais malgré soi. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant d'aller voir le film. Et au bout de 2 scènes, j'en avais marre, donc c'est quand même un petit peu dur. Pourquoi ? Parce que le film s'ouvre sur un dicton dit en voix off. Déjà, pour moi, c'est quand même compliqué. Vous savez que je m'intéresse à l'écriture, je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure des podcasts et de mes différents articles. Donc la façon dont les films sont construits, la façon dont les personnages parlent, c'est quelque chose qui m'intéresse peut-être plus parfois que le traitement de l'image, ce genre de choses. Et même carrément plus que l'image. En l'occurrence, l'image n'est pas non plus ouf, mais bon, peu importe. Et deuxième scène, il y a le premier dialogue du film.
Et on a littéralement, du coup, Benoît Magimel qui incarne un patron d'une boîte qui va devoir fermer parce qu'il n'a plus assez d'argent et qui est face à un inspecteur des impôts. Et littéralement, la scène, c'est donc celle qu'on a essayé de rejouer avec Arnaud, c'est vous êtes un chef d'entreprise qui a ses problèmes, je suis un inspecteur de travaux qui a mon travail, qui doit faire son travail, je pense qu'on peut arrêter là, machin. Et en fait, tu te dis, alors c'est bizarre parce qu'il y a un côté hyper théâtral, et en même temps, le théâtre, c'est l'art du dialogue, donc normalement, c'est que les dialogues sont pas mal. T'as juste l'impression que les mecs parlent, en fait, on dirait Siri, et encore, il y a plus de personnalité dans Siri, parfois, que dans le jeu de certains acteurs de Carbone. Mais, et là, on a le Google Trad, tu vois, c'est genre vraiment les phrases, quand tu les écoutes, tu te dis, mais personne parle comme ça. Et c'est vraiment un super exemple, s'il y a des apprentis scénaristes, dialoguistes ou que sais-je dans la salle, qui nous regardent, qui nous écoutent, essayez d'aller voir le film malgré tout pour voir. Alors c'est un peu con de dire ça, parce que je suis moi-même pas scénariste, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que tu l'entends tout de suite, quoi. Tu comprends tout de suite que les mecs, ils parlent, mais ça n'a pas de sens. Et en plus, du coup, le film a un sujet super intéressant, il s'inspire de faits réels, comme souvent chez Marshall, mais de mecs qui ont fait une escroquerie à la TVA sur la revente de ces fameux droits à polluer qui ont été fixés il y a quelques années de cela. Donc c'est-à-dire que, en fait, du coup, vu que ça marche au niveau mondial, d'où le titre Carbone, du coup, ça marche à un niveau mondial, c'est-à-dire que du coup, il y a une exception qui est la TVA française, et en fait, du coup, ils vont le vendre à temps, et en fait, l'État leur avance la TVA là-dessus, et ils doivent la rendre plus tard, sauf à la fin de l'année fiscale, en fait. Sauf que l'arnaque, c'est que tu peux vendre tes droits à polluer, puis si ta boîte ferme, tu as encaissé des trucs, toutes taxes comprises, et tu revends jamais la fameuse taxe que te dit l'État, genre au fait, la TVA, les gars, on vous l'a avancé. Non, là, tu ne la rends pas. Et c'est comme ça que fonctionnent toutes les entreprises françaises, sauf que vu que là, c'est du vide, littéralement, le droit à polluer, c'est genre, lui, il y a une société qui, au départ, gagne de l'argent, enfin, lui, il gagne de l'argent un petit peu avec ça, il se dit, tiens, je vais créer une bulle spéculative avec d'autres gens, je vais créer d'autres boîtes. Donc il y a aussi tout un aspect technique qui est super intéressant, mais qui est tellement mal géré. Et alors c'est pour ça que c'est nul dans tous les niveaux d'écriture. Désolé pour les gens qui ont fait ce film. Marshall, qu'est-ce qui t'arrive? Olivier, oh, quand même. Il y a des dialogues, il y a un sens de la punchline dans 36 Quai des Orfèvres, etc. qui fait. Là, il est co-scénariste du film, j'ai oublié le nom de la personne qui est avec lui, mais. Il y a vraiment, ça ne marche pas. Le seul personnage qui me fonctionne, c'est le personnage du flic. Forcément, hein, c'est ce qu'il sait faire. Mais direct, dès qu'il doit s'embarrasser de trucs techniques, il ne veut pas le faire. Et en fait, du coup, il te dit, ok, ça marche comme ça. Il y a des dialogues. Il y a Michael Youn dans ce film qui joue le comptable de Benoît Magimel. Et donc, qui lui explique le truc, qui lui explique comment l'arnaque peut fonctionner en 5 minutes. Et ensuite, partout dans le film, quand il y a un truc technique, en fait, on va dérouler un clip show, c'est-à-dire qu'il y a un montage avec une musique, et il y a des trucs qui te suggèrent le fait que les mecs apprennent, notamment, il y a un moment où c'est marqué, il y a un bouquin genre... marché financier. Marché financier, tu vois, les marchés financiers. Et du coup, t'es là en mode genre, le gars a 2 bouquins, un standard, parce que les mecs ne font que fumer et que boire, c'est quand même stellaire. Et ça amènera franchement à repenser le débat de la semaine dernière sur la cigarette dans les films, parce que là, en fait, c'est caricatural, quoi. Ouais. Les mecs, je te jure, s'allument une clope à toutes les scènes. Même quand ils font rien, tellement ils ont merde, je fais rien, faut que j'allume une clope. L'essentiel du jeu de Benoît Magimel passe donc par ses poumons, parce qu'il y a notamment une scène qui est assez géniale où les mecs se gardent devant la vitrine devant la vitrine d'un magasin où ils ont rendez-vous. Et donc le mec va sortir de son Range Rover, va s'allumer une clope, mais il y a vraiment littéralement 3 pas à faire, et il la jette en arrivant. Et tu te dis. Mais pourquoi? Enfin, tu sais, pourquoi personne lui dit genre, mec, en fait, c'est peut-être pas nécessaire et tout. Alors, je sais que t'as envie de bâtir un truc autour de ton personnage, mais au bout de la 119e clope allumée, alors qu'on est à 20 minutes de film, on remarque même plus, tu vois, ça devient normal et en fait, c'est pas un trait caractéristique, pas du tout, tu vois. Ça là, tu dis qu'il y a vraiment peut-être un lobbying derrière, tu vois. Ouais, tu te demandes à quel point. Enfin, il y a un moment aussi qui est génial où il allume une clope, il la crache. Il crache littéralement la clope parce qu'il se fait arrêter par la police à ce moment-là. Je vous spoil ce truc, mais vous ne savez pas pourquoi. Et enfin, je pense que vous pouvez vous doter pourquoi, parce que arnaque à la TVA, tout ça. Mais du coup, ouais, c'est un film qui à tous les niveaux est très mal écrit. C'est-à-dire que les dialogues, c'est pas du tout naturel. Quand il faut s'embarrasser d'un truc technique, ils essayent même pas en fait. C'est-à-dire vraiment, on va te mettre une musique et tu vas comprendre avec 2-3 suggestions. Alors que des films comme The Big Short. Oui, alors Le Loup de Wall Street et sa réponse, on va dire un petit peu moins glamourisée, qui est The Big Short, montre très bien qu'on peut facilement. Alors certes, c'est parfois avec Margot Robbie dans sa baignoire et avec une coupe de champagne, mais je veux dire, on peut facilement intégrer dans une fiction des dialogues, des trucs de finance super complexes apparemment, mais au moins comprendre à quel point c'est stupide et que les gens font de l'argent sur des vides. Là, ils te disent, c'est comme ça, ferme ta gueule, c'est compliqué. Tu sais, c'est le nouveau ferme ta gueule, c'est magique, c'est ferme ta gueule, c'est compliqué. Donc ça, c'est hyper nul.
Et puis derrière, c'est des personnages qui ne font que citer d'autres en permanence. Donc à un moment, la première rencontre entre Magimel et Depardieu, ça doit être la 3e scène du film. Le mec lui dit, il arrive à table, c'est censé être son beau-père, donc ils sont une nouvelle fois ennemis comme dans Marseille, et il lui dit genre, tu aurais dû relire Cicéron avant de te lancer dans un business de minable. Et t'es là genre, mec, personne ne parle comme ça, tu vois, même un mec qui a réussi, qui est genre super influent dans le milieu, ça ne marche pas comme ça. Même la façon qu'ils ont géré des affaires policières marche tellement pas comme ça aussi. C'est genre, les mecs négocient leur droit à rentrer, à sortir en prison, alors qu'ils ne sont personne, tu vois, genre, jamais c'est établi dans le film qu'ils sont connus ou quoi. Ils viennent du monde de la nuit, ouf, ils sont sombres, ils arrivent, ils posent un dos. Alors, 6 ans de prison? Non, tiens, regarde, prends ton dossier, je te dénonce un flic, c'est bon, ça passe. Et du coup, c'est que comme ça, des espèces de... À chaque fois que tu réfléchis, tu te dis... Mais non, c'est pas possible, quoi. Et moi, personnellement... Puis la violence des personnages l'un envers l'autre, ils passent leur temps à s'insulter. Insulter, ouais, parce que... Et c'est là où je veux en venir, c'est que... ultra vénère, jamais tu t'insultes. Le nombre d'enculés placés dans ce film... Magimel et sa femme, mais comment ils se parlent, les gars, et tu te demandes pourquoi ils se sont mariés et tout. Il fait, mais tu vas réveiller les gosses, mais je me prends pas les couilles de mon gosse et tout, sale pute. Tu fais, wow, je déconne pas non plus, hein, c'est ce niveau. Ouais, c'est ça. Et en plus, à chaque fois que les personnages sont embarrassés ou une situation un peu tendue à jouer, t'as des enculés, des trucs qui volent et tout, t'es là genre... Mais tu sais, c'est genre d'espèce de caricature de mafieux qui ne ferait que s'insulter. Puis après, ils font ouais, excuse-moi, non, c'est bon, c'est moi qui m'excuse et tout, machin. Il remonte son col. Magimel, c'est clope et je remonte mon col, tu vois. Genre, c'est une clope, ouais, putain, merde. Et ouais, il n'y a même pas ce sens de la punch qu'on peut retrouver, même dans Marseille, qui est complètement stupide sur certains trucs. Des fois, t'as des punchs, t'arrives à penser que le mec est assez flingué pour sortir un truc comme ça. Alors que là, c'est vraiment genre, non, c'est juste super écrit, mec. En fait, là, tu parles comme une notice Ikea, je te le dis. Il n'y a pas de mot dans une notice Ikea, donc c'est un très mauvais exemple, mais vous avez compris. Donc vous avez compris, oui c'est vrai que ça peut être un bon exemple, mais non, ce que je veux dire c'est que c'est très écrit, t'as vraiment l'impression, tu sais, c'est un peu comme si on était là, alors oui, moi je vais parler de Carbone, Carbone est un métrage, hein, sorti par Benoît Magimel, non, pas Benoît Magimel, enfin, tu vois, et les personnages, c'est genre super bizarre, tu sais, il n'y a pas d'alchimie entre eux, il n'y a rien, et il y a Gringe dans ce film, et alors... Gringe, il a servi à pouvoir mettre une chanson d'Orelsan. Deux fois, il y a suicide, c'est ça, suicide social ? Ouais. Il y a 2 fois suicide social d'Orelsan dans ce film, sachez-le, qu'est-ce que ça vient faire là ? Non, c'est pour ça, c'est un ovni, c'est génial, ça prouve à quel point... ce qui me fait peur, c'est que je me dis, putain, le polar, c'est le seul genre qu'on maîtrise, alors qu'a priori, là, c'est quand même un exercice où t'as l'impression que c'est un premier film de quelqu'un qui écrirait et réaliserait son premier film, alors que c'est quand même un gars qui a brillé dans cet exercice par le passé. Bon, après, bah voilà, on vieillit, hein, nos idoles aussi, mais je sais pas, je trouve ça super triste, et de me dire que, putain, on arrive encore... Enfin... Le seul truc qu'on sait faire, a priori, on a du mal. Alors, il y a d'autres polars qui sont sortis, qui sont très bien cette année. Voilà, on va pas être Il y a un truc qui s'appelle Tueur, qui sort la semaine prochaine, qui a l'air assez charmé. Déjà, quand on sort les doigts du cul, on sait faire de la comédie, mais on ouais, bien sûr. Mais... Après, je dis le seul truc, quand je parle en termes de genre, il y a plein de trucs qu'on fait très bien aussi, et qui sont de la comédie ou du drame social, ce qu'on fait du mieux. C'est bien. Voilà, j'avais fini. Très bien. Bah, du coup, on ferait mieux de relire Cicéron. Exactement. Carbone. Vous connaissez les mots de Bonaparte. Voilà, il y a vraiment un dialogue qui commence comme ça. Oh là là, c'est dingue. Nous allons passer au hors-sujet, chronique que nous pourrions bientôt renommer Netflix, tout simplement. Puisque il y a 2 choses. Qu'est-ce que j'ai regardé c'est là que vous vous rendez compte de la tristesse de nos vies, puisque nous faisons que Netflix et les réseaux arts. Ou alors de notre richesse, parce que Netflix maudit. Effectivement, je ne voulais pas le relancer, tu vois, parce que ça commence à devenir obvious. Clairement, hein, cette chronique qui est Netflix, c'est pas pour rien, c'est pour s'acheter des cabriolets. Ah ouais, t'as une Camaro. Ouais. Moi j'étais parti, moi, je m'en bats les couilles des bagnoles, j'ai même pas d'exemple qui me pop dans la tête. Ouais. Il veut un appart, c'est vrai. Tu peux t'acheter un petit appart. Penthouse devant la Tour Eiffel comme Benoît Magimel. C'est vrai, je vais en parler à Netflix dès demain. Du coup, nous allons commencer avec Godless, une série sur les cow-boys et les Indiens. Alors, il y a des cow-boys et des Indiens. Une série de cow-boys. Voilà. Nice. C'est tout. Non, allez, merci. Alors, Godless, cette série, il y a des bandits, des gentils, mais il y a tout ce que vous avez dans un western. En général, c'est effectivement une série de western, une mini-série d'ailleurs. C'est intitulé comme ça, même sur Netflix. Production Netflix. Et c'est la première production Netflix. Dans la production, il y a un certain Steven Soderbergh aussi, qui s'est rattaché à ce projet, donc ça se voit pas beaucoup, mais il est là. C'est une série de Scott Frank, avec à la distribution alors Jack O'Connell que je connaissais pas, Michel Dockery que je ne connaissais pas non plus, et sinon en plus connu, on a du Scoot McNairy, Kim Coates qui était dans Sons of Anarchy qui jouait Tig, si vous vous souvenez.
Et Sam Waterston qui jouait dans les New York, enfin Law and Order, je ne sais plus lequel. Dans The Newsroom avec Jeff Daniels. Et ben voilà, et ben il y a aussi Jeff Daniels. Et je le dis en dernier, c'est pas pour rien. Parce que ce bon Jeff Daniels m'a gâché le show, clairement. Je trouve qu'il y avait beaucoup mieux à prendre que lui en méchant. Du coup, c'est l'antagoniste de la série. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le pitch. En gros, on a une petite bourgade qui est peuplée quasiment que de femmes, suite à un incident minier qui a tué plus de 80 hommes de ce même village du Far West. Donc forcément, ça dépeuple pas mal, quoi. Et on va suivre l'histoire plus particulièrement d'une de ces femmes qui vit, elle, à l'extérieur de la ville et qui n'a plus son mari, mais pour d'autres raisons. Et il y a un gars blessé qui va arriver en pleine nuit vers chez elle. Elle va lui tirer dessus. Et prise de remords en se rendant compte qu'elle est tirée sur un mec déjà blessé. Elle va un peu le soigner et le garder à demeure pendant quelques temps. Et on va découvrir qu'en fait, ce mec-là est lié à un bandit qui dirige clairement une horde sauvage. Ils sont une trentaine de gars, je crois. Et qui est Jeff Daniels, du coup, qui est le pur antagoniste western de ce show. Et cherchant ce fameux gars blessé, il va sans doute arriver dans ce village de femmes, et s'il ne faudrait pas, puisqu'elles ne peuvent pas trop se défendre, parce qu'elles ne sont pas trop armées. La plupart sont des femmes de l'époque, vraiment, toujours en robe, à parler très bien, à jamais froisser personne, et bon, elles vivent difficilement cette situation d'être toutes sans hommes, mais elles continuent un peu dans leur carcan de femmes du Far West bien aimantes, et ça va devoir changer, puisqu'elles vont se faire sans doute attaquer. Alors, c'est 7 épisodes d'une durée variable, il y en a de 40 minutes jusqu'à 1h20, donc je ne sais pas exactement combien de temps ça fait, j'ai pas checké épisode par épisode. Je sais que le premier c'était 1h10. Quoi. Ouais, le premier est long, le dernier est très long aussi, mais ils sont pas tous pareils. Alors, ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est déjà Jeff Daniels, miscast total. On a dès l'épisode 1 une scène qui m'a fait hurler où il est censé avoir une espèce de petite hallucination où il est juste là. Et après, j'ai vu des gens quand même sur Twitter dire que Jeff Daniels est super dans le rôle, je ne comprends pas. Il y a même des moments où, pour faire le mec badass, il est juste avachi sur son cheval comme ça. Alors, il fait sa tête de Jeff Daniels, alors, le gars il est un peu imposant, il a une grosse barbe et tout, tu vois. Ça suffit pas, quoi, juste que ça. Moi, enfin, vu que t'as une grosse barbe, je suis assez impressionné. Ah ouais, t'es hyper impressionné là ouais. Je peux vraiment t'intimider en étant comme ça sur mon cheval. Ouais, nickel. Le ceinturon, et puis on est bon. Bien sûr. N'oublions jamais ce bon ceinturon. Mais bref, non, je trouvais ça limité aussi dans la réalisation. Je trouve que à des tout petits moments clés, des trucs qui durent pas forcément longtemps, on est perdu par la réal. Enfin, ça te propose un truc qui, pour faire un peu original, ou je sais pas, pour casser l'ambiance western, qui est pas si mal sur le long cours, on va dire. On va avoir des plans de... Je veux dire, c'est pas Deadwood dans le sens où on n'est pas enfermé dans une ville, on va avoir des plans de chevaux, enfin de cavalerie qui vont déferler dans une immense plaine, des trucs comme ça. Deadwood, c'était mieux quand même. Ouais, c'est discutable. Et ça, c'est sympa, avoir des personnages assez bien. Je trouve que le scénario, par contre, est assez bien ficelé. Moi, j'aime bien ces histoires un petit peu, les 7 samouraïs, tu vois, où tu sais, il y a une menace, les gens qui vont subir cette menace ne sont pas prêts, il va falloir se préparer, il va y avoir des intervenants qui vont les aider à se préparer. Je trouve assez un truc classique du western, mais plutôt efficace, et là, c'est pas mal. Le côté cet épisode rend bien aussi là-dessus. Le problème, je trouve vraiment le cast, il y a des acteurs qui passent complètement à côté. Enfin, c'est méchant pour elle, mais il y a pour elle, avec un S, il y a une fausse Alyssa Milano, je trouve, une fausse Anna Tawai dans le casting, qui sont au début complètement paumés. Alors ça va un peu mieux pour tous les acteurs un peu après, mais tu sens typiquement qu'ils n'étaient pas prêts à se rencontrer ou qu'ils n'étaient pas chauds, je sais pas. Et sur les premiers épisodes, tu as vraiment qu'en fait, ils se comprennent pas, ou enfin la caméra comprend pas ces acteurs, ou l'inverse, je sais pas. Et je trouvais ça assez décevant en fait de te rappeler à la médiocrité par plein de petits moments importants comme ça d'interaction. Et alors évidemment, ça tire les bonnes ficelles. J'ai regardé avec quand même du plaisir parce que c'est du western et avec la qualité de la production qui augmente, avec l'argent de Netflix et tout ça, on arrive à donner un truc sur cet épisode qui est quand même assez convenable. Mais je sais pas, j'ai vu un peu d'enflammade, un peu le contraire aussi, de gens qui étaient très déçus. Je trouve que c'est juste un peu du gâchis, quoi, de pas faire le boulot 100% à fond, quoi. Non, moi j'ai regardé que le premier, j'ai trouvé ça très bof. Le premier, c'est une vraie déception. Hein. Ça allait pas au bout de certaines choses, que ça donne des plans western, des plans assez iconiques qui marchent bien, tu vois. Mais ouais, je trouve que les personnages marchent pas, et même Scoot McNairy que j'adore, je trouve qu'il est pas dans son rôle, quoi. En fait, ça va tous mieux un peu après, c'est étrange. Une vraie évolution au sein, comme dans une série où des fois on regarde la saison 1, on se dit oh, mais bon, à l'époque il y avait 24 épisodes, tu vois, des trucs comme ça. Et tu vois la deuxième saison et au milieu tu dis ah, ça y est, ils se comprennent, ils ont l'air d'être potes dans la vie, ça commence à mieux marcher.
Là, on est sur une série de 7 épisodes, quoi. Quand ça met 2 épisodes avant que les gens se comprennent. Où on dit vraiment, il n'y en aura que 7 de toute façon. En plus, oui, c'est littéralement une mini-série, donc oui. Ouais, j'étais assez déçu, mais bon, j'ai quand même apprécié le côté western, Cali. C'est peut-être un narratif de Westworld, un spin-off. C'est pour en faire d'autres. Ouais, j'espère que non. La faute à Jeff Nichols, pas terrible du coup. Jeff Daniels. Jeff Daniels, pardon. Mais entre autres, je fais un lapsus alors que Vu que j'allais parler d'une anecdote lapsus. C'est assez marrant. Puisque j'allais dire que moi j'étais déçu avant de le voir. Parce que hier tu m'as dit c'est Jeff Bridges. Oui. Et j'étais là, oh. Je me suis moi-même trompé. Et après, c'était Jeff Daniels et non Jeff Nichols. Non, c'est le pur antagoniste, le mec qui dirige une horde sauvages qui est censé pouvoir fédérer des gars infédérables dans une époque trouble et sauvage. C'est dommage. Moi je trouve que le genre, enfin moi je suis super fan de western, j'ai pas encore pu attaquer. Mais genre, je trouve que c'est un genre qui exacerbe vachement les défauts des acteurs et tout. Parce qu'il faut notamment le côté, je vois typiquement le genre de personnage de méchant. Genre, si t'es direct dans le too much, ça se voit. Tu sais, t'es là, genre, non, mais en fait, mec, t'es un guignol, les gars, ils seraient sorti leur colt, ils t'auraient flingué direct, tu vois. Et même dans Westworld, t'as ça, il y a des personnages qui. Alors après, ils jouent sur les codes, donc ils peuvent toujours se défendre en disant ouais, c'est exacerbé parce qu'on a mis +2 au niveau de l'exacerbation et de la violence. Mais bon, c'est vrai que c'est assez révélateur. C'est exactement ça qu'ils font. oui, en plus. Mais bon, pratique pour se défendre. C'est un petit peu dommage. Très bien, bah après ça dure pas très longtemps, donc on vous invite à regarder pour faire votre vrai avis. Et si vous regardez pas, ça n'augmente pas les stats de la série sur Netflix qui nous rapporte pas de rond. Nous allons passer à un petit documentaire. Oui. Gaga 5'2". Du coup, le documentaire sur Lady Gaga, c'est assez marrant parce que tu disais tout à l'heure en apprenant qu'on allait en parler que tu avais envie de le regarder. Moi, j'ai envie de le regarder depuis aussi quelques semaines. Au final, je passe devant la miniature et je me dis Et du coup, toi, tu l'as vu et tu vas pouvoir nous en parler. Effectivement, j'ai regardé ce documentaire consacré donc à Lady Gaga, donc une artiste dont personnellement, attention, mardi confession, je suis assez fan de Lady Gaga dans la vraie vie. Et oh là là, je te soutiens. Et ouais, du coup, en fait, c'était ça ou Godless. Et puis ma chérie m'a dit ouais, non, petit documentaire, c'est pas mal. Alors, du coup, c'est un documentaire, / reportage, / limite une sorte de vlog hyper long de Chris Marboukel, je crois, qui avait commencé sa carrière aussi dans ce domaine en faisant un reportage sur. J'ai appris que c'était un monsieur, je ne savais pas, dont j'ai oublié le nom, qui faisait le fameux, qui est devenu ce fameux mème de Leave Britney Alone. Du coup, il a commencé sa carrière en faisant un reportage sur ce mec-là. Et donc là, il suit, c'est la deuxième fois que Lady Gaga, je crois, une équipe de reportage, de documentaire qui est autour d'elle. Là, il est pas du tout dirigiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de point de vue qui est développé. Généralement, dans le montage, même si les mecs posent pas forcément des questions, etc., tu sens qu'ils essayent d'établir un truc et tout. Et là, vraiment pas. Donc c'est une tranche de vie. C'est d'autant plus une tranche de vie qu'il la récupère après qu'elle ait rompu avec son fiancé. Sachant que son dernier album Joanne n'est pas sorti mais du coup va sortir et que en gros l'enjeu numéro 1 de ce documentaire c'est se préparer à son spectacle qu'elle a fait entre les mi-temps, enfin entre les deux à la mi-temps donc entre les deux temps du Super Bowl, du coup c'était cette année. Juste après l'investiture de Trump, sachant que donc c'est une artiste qui est très engagée sur le côté LGBTQ dont nous a parlé ce bon Arnaud tout à l'heure avec Love is Love, et on voit d'ailleurs pendant la représentation, alors on ne voit pas la représentation d'ailleurs dans le reportage, c'est un choix assez intéressant. Comme le Part of Me de Katy Perry il y a 4 ans quoi. C'est exactement dans ce genre-là, sachant qu'au final, au départ, ça insiste vachement plus sur l'album, et puis petit à petit, on rattrape sur cet enjeu qui est assez fort, parce qu'on la voit se préparer physiquement à tout ça, avec ses danseurs, préparer le show, etc. C'est là d'ailleurs où on la voit la plus dirigiste, et où on sent qu'il y a, encore une fois, comme je dis, j'ai pas l'impression qu'il y ait une opinion qui soit développée autour du personnage, mais c'est là où tu la vois vachement plus, où tu te dis, mais comment cette nana est à son niveau-là et tout, et en fait, c'est souvent dans ces scènes-là où elle arrive, elle était genre en mode, je crois qu'à un moment elle a une veste dorée et elle fait genre pourquoi l'intérieur il est comme ça, et ils font ouais non mais en fait c'est le temps qu'on trouve la bonne matière et tout. Elle fait non mais en fait je t'explique, moi quand je le mets là je suis en train de répéter au poil de cul, donc faut que si je mets une seconde de plus à l'enfiler parce que ça râpe mon bras, en fait je me loupe sur ma gamme de notes par la suite et tout, et du coup t'es là genre c'est un truc où moi j'oserais même pas y penser, et je pense que chanter ou composer de la musique c'est même encore plus dur que faire du cinéma ou ce genre de choses, parce que par exemple quand on la voit composer des morceaux
2 morceaux et tu te dis en fait elle se réécoute elle-même et ensuite elle recompose des trucs dessus et tout et je me dis enfin ça demande quand même une projection de l'esprit qui me paraît assez dingue alors que bon bah, au cinéma t'as un mec qui cadre, t'as un mec qui joue, t'as un mec qui dirige tout ça, qui fait la lumière et tout, bon chacun projette son esprit sur un truc donc ça peut marcher et je trouve ce qui est assez dingue c'est que le reportage justement arrive bien à te mettre dans son état d'esprit. Sachant qu'il y a aussi une énorme partie sur sa douleur physique parce que bon, elle a l'air sacrément bosseuse et en fait elle sortait d'une tournée où elle avait continué de faire des concerts parce qu'elle voulait pas les annuler alors qu'en gros elle s'était plus ou moins pété la hanche mais qu'elle avait dit non ça va et en fait ça creuse un trou dans sa hanche et donc du coup on doit tout le temps elle va tout le temps voir des médecins et on la voit chez les médecins en fait du coup c'est très bizarre parce qu'il y a ce côté en fait il y a des gens du quotidien qui la rencontrent et qui doivent la traiter comme quelqu'un de normal. C'est quand même là où il y a peut-être un semblant de message en fait. C'est-à-dire que tu vois beaucoup de médecins, tu vois beaucoup de gens, là, tu vois la nana qui la masse, etc. Et en fait, ça donne. Il y a aussi des passages où elle va chercher son album dans un Walmart, je crois. Et en fait, c'est assez génial, c'est qu'elle fait, ouais, vous savez où il est l'album de Lady Gaga? Et en fait, elle a le même chapeau que sur la jaquette, et le mec la reconnaît pas. Mais genre, le mec dit, ouais, bah attendez, je sais pas. Elle fait, ouais, bah faudrait quand même que vous sachiez, emmenez-moi votre manager. Et tu sais, elle joue à fond dans le truc en mode super vénère et tout. Et en fait, ils finissent par être 3 mecs, ils disent, bah on est désolé, c'est là et tout. Et en fait, là, le mec, il prend l'album dans les mains, il la regarde, il fait, ah ouais, non, mais ok, d'accord, ok. Alors qu'il y a des caméras partout. Enfin, tu sais, tu te dis, genre, le mec a pas capté que c'était elle, alors qu'il a le même chapeau, ce qui est quand même assez dingue. Donc il y a des moments assez drôles. Ça peut être une fan en fait. Filmer, pas ouais, il y a vraiment ce côté-là aussi. Bah, tu vois sa relation aussi avec les fans, la pression qu'ils mettent, etc. Et c'est super intéressant. Et par contre aussi, c'est très émouvant, c'est très dur. Il faut savoir que l'histoire autour de cet album, je savais pas, que j'ai plutôt bien aimé d'ailleurs, Johan, c'est en gros, bah, du coup, c'est la première fille de son père, mais qui est décédée à une vingtaine d'années, parce qu'elle avait une maladie qui, du coup, je sais pas si c'est ça en français aussi, mais en anglais c'est lupus. Lupus, oui. Ouais, et que du coup, en fait, la solution on sait toujours pas le traiter, et qu'à l'époque, on lui avait dit, bah, on peut lui couper les mains, et elle survivra. Et en fait, la grand-mère, le père, et bah, j'imagine que vu qu'elle avait 19 ans, ils ont pu en discuter ensemble, et du coup, ils l'ont laissé mourir en fait. Elle préférait mourir que de couper ses mains. Donc l'album est dédié à ce sacrifice-là, au fait qu'elle l'a jamais connu, etc. Donc c'est hyper dur, au moment où elle va voir la grand-mère et qu'elle lui fait écouter les morceaux, le père, etc., la gestion de tout ça, et tu te dis, c'est aussi super plongé sur le processus créatif. Enfin, rien que d'y penser, ça me met assez mal à l'aise, parce que c'est quand même un truc hyper fort, tu vois, qu'on puisse comprendre. Quand elle explique, elle dit, bah voilà, ma grand-mère, elle a dit, bah en fait, je veux pas qu'elle se souvienne du jour où nous, on a pris la décision pour elle de lui couper les mains, que ça nous revienne un jour. Donc voilà, on va arrêter là, et je l'ai connue 19 ans, et c'est bien, tu vois. Et c'est quelque chose où je me dis, enfin, tu vois, d'apprendre. Enfin, je viens de mettre un froid, là. Ouais, je sais, je viens de mettre un froid, mais en même temps, la puissance de ce thème est super bien explorée dans le sujet. Je pense qu'il fallait que je le dise, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'imaginent que c'est Star et paillettes, la meuf est tyrannique et complètement. Il y a aussi toute cette approche-là où elle lutte contre cette idée-là de cette sœur qu'elle n'a pas connue, et c'est assez ouf comme sujet, je trouve. Donc c'est touchant, c'est assez émouvant, c'est souvent drôle quand même. Notamment ce passage où on la reconnaît pas, il y en a plein d'autres comme ça. Tu conseilles du coup. Donc je conseille, moi j'étais agréablement surpris, mais encore une fois, avec le prisme de quelqu'un qui apprécie particulièrement Lady Gaga. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Vous savez quoi faire de votre soirée maintenant, puisque vous avez un programme Netflix bien chargé. Hashtag Netflix Manu. Tout à fait. Alors ce soir, pas de débat, puisque je dois vous faire quelques annonces liées à Art. Vous avez peut-être remarqué que je suis un peu fébrile depuis le début de cette émission, puisque je dois vous annoncer quelque chose qui n'est pas forcément drôle, mais qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, puisque notre ami Straffer, et qui est Thibaut Billy, et qui est le plus beau, va nous quitter donc, dès cette semaine. Donc c'est une décision qui a été prise d'un commun accord, donc il ne faut pas le voir comme quelque chose de triste, puisque Thibaut a beaucoup fait pour Arts, et il a sauvé la boîte plusieurs fois, donc on lui sera éternellement reconnaissant, mais il est un petit peu fatigué, il a besoin de voir de nouveaux horizons, et du coup je vais pas prendre mes mots à sa place, à part que moi il va me manquer énormément, puisqu'il sera plus avec nous tous les jours, mais ça restera mon ami, donc ça ne changera pas, et je ne vais pas me prendre ses mots, puisqu'il s'exprimera demain sur le site We Are Art, pour vous faire un petit message et parler de tout ça, mais ça change pas mal, puisque vous le savez quand même, Arts, on est une petite structure, donc depuis le début de Arts Rebirth, tout se passe plus ou moins bien, et du coup on est très content de l'arrivée
de Arnaud et de Lise, mais on va faire quelques ajustements puisqu'en fait on va pas remplacer Thibaut pour le moment, on n'a pas encore de remplaçant, c'est pour ça. Donc je vous annonce officiellement que Arnaud devient rédacteur en chef de comicsblog.fr. Bien, bravo Arnaud, bien joué. Ce qui veut dire que je n'ai plus d'emploi. non, du coup, en fait moi aussi je vais changer de poste du coup pour aussi un peu reprendre les dossiers de Thibaut Billy et je vais, bon comme certains me connaissaient depuis Arts 1.0 et du coup même si j'étais rédacteur en chef de Comicsblog, je vois un petit peu tous les sites comme mes bébés puisque je les ai vus depuis leur naissance. Et du coup, c'était un peu frustrant pour ma part d'être sur Comicsblog, pas dans le sens où je ne m'éclatais pas, mais dans le sens où je ne pouvais pas être forcément un peu sur les autres sites. Donc je resterai à l'édito, mais je serai un peu plus transversal, donc je travaillerai notamment avec Thibaut sur Sci Fantasy un peu plus, avec Lise sur 9e art, paf, et évidemment avec Arnaud sur Comicsblog, donc vous me reverrez encore écrire. Donc peut-être pas dans les prochaines semaines, puisqu'avec le départ de Thibaut, je vais avoir 2-3 trucs à gérer. Et je vais aussi être, je vais tout vous dire puisqu'on est honnête, je vais aussi être chargé de projet, je ne sais même plus, oui c'est ça. Chief Happiness Officer. Oui c'est ça, mais du coup comme ça je vais pouvoir, développer des projets un peu annexes parce que avec Art Rebirth on avait le nez dedans à fond et c'est vrai que comme on n'est pas beaucoup, des fois on a un petit peu de mal à prendre du recul et de voir ce qu'on pourrait développer plus facilement et tout, donc c'est pour ça que je vais changer de poste, ça ne n'empêchera pas de toujours parler dans le podcast puisque je le présenterai toujours et du coup je vous invite du coup à aller sur We Are Arts cet après-midi, on va vous faire une annonce, on va tout vous expliquer en détail et Thibaut s'exprimera puisque encore une fois j'ai pas envie de prendre des mots à sa place, il a sûrement envie de vous dire plein de choses et je ne vais pas l'empêcher de le faire, j'ai pas envie de lui piquer ce petit plaisir, mais pas de panique puisque c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est vraiment pris dans une décision vraiment entre nous et tout. Thibaut est vraiment fatigué, il a besoin d'aller aux Bahamas et de prendre des rails. Il est parti avec la Netflix Money. Il est parti avec la Netflix Money, exactement, la Marvel Money. C'est vrai que Art Rebirth ça marche bien puisqu'il va partir monter un empire dans un autre pays, il va prendre des rails de Chorizon. Hein? Il a maté Narcos, il a des bails maintenant. Ouais. Parce que je voulais dire qu'il allait manger des rails de lardon et de sandwich figues et chèvres. Ouais. Mais du coup, oui, ça ne vous empêchera pas de le revoir puisqu'il passera tout le temps. Et si vous êtes à Nantes, nous on le verra puisque c'est notre ami. C'est sûr qu'il sera peut-être moins présent dans les programmes de Arts. Enfin, il y a des chances. Mais du coup, on en reparle demain, non, cet après-midi du coup. Et on vous fait de gros bisous. On vous dit à bientôt. Oui, je croyais que tu avais dit quelque chose à Arnaud. Et nous, on va sabrer une bouteille de champagne pour fêter la promotion de Arnaud et pour fêter le départ de Thibaut. C'est un peu dit bizarrement, mais croyez-moi, il est bien heureux. Donc, au revoir.